Popcorn Club numéro 19. Aujourd'hui, on vous parle de Retour vers le futur. Bonjour Caroline Poisson. Bonjour Vincent Tozzini. Et pour parler de Retour vers le futur, aujourd'hui on a deux nouveaux popcorn. Bonjour. Alors vous êtes venus en duo aujourd'hui. On a avec nous en studio, parce que là on va commencer à parler de studio, attention, Antoine Bourse et Gilles de Vogel. Salut les gars. Bonjour. Salut. Alors vous êtes, disons que vous avez un regard très pro, je pense surtout sur le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, parce que vous êtes tous les deux scénaristes de profession. Vous avez aussi d'autres projets, d'autres casquettes derrière, comme par exemple vous faites beaucoup de consultations. Et au niveau scénario, vous êtes principalement connu pour avoir scénarisé notamment la série Ennemi public. C'est vrai. C'est ça ? Ou alors il y a d'autres choses ? C'est vrai. Ouais. Et c'est un peu un hasard qu'on soit tous les deux là ensemble, en fait. On n'est pas venus en gang. Non, on a pris le même train, par contre. On a pris le même train. Ouais, vous étiez juste intéressé par le même film. Exactement. Eh oui, mais je ne savais pas que tu avais une passion pour ce film, Antoine. Je déteste. Non, mais c'est vrai, oui. On est des enfants de cette génération-là. C'est sûr. On est né, moi je suis né en 79, toi t'es né en quoi, 81, 81 80. 80. 80. Ouais. Donc on est vraiment des enfants de la génération Retour vers le futur. Retour vers le futur, ça parle de... Ça parle de quoi ? Alors, Retour vers le futur, c'est une trilogie des années 80. Alors, au départ, c'était pas censé être une trilogie, mais on en parlera plus tard. Vous allez nous faire des super résumés détaillés parce que pitcher est votre métier. Donc, d'office, vous allez nous faire vous allez être obligés. En fait, on est en train de faire passer tous les autres invités pour des clampins. Tu vois, genre, pour une fois, on a des invités sérieux qui savent de quoi ils parlent. Non. Ils savent tous de quoi ils parlent. Mais ici, vous allez être obligés de nous faire des pitchs, mais d'en faire des 3 films. On vous met une pression énorme. Alors, de quoi ça parle, Retour vers le futur ? 3 mots. Nostalgie, paradoxe temporel, 2 mots pour un, et de cow-boy. Moi, j'ai décidé que ça parlait de cow-boy aussi. Je me réjouis de parler du 3. Évidemment, T'as pas l'air d'accord, Antoine. j'ai mis mes plus belles Santiago. Non, bien sûr que ça parle de cowboy, mais uniquement dans le 3. Mais, voilà, c'est ça. Je voulais quand même mentionner les cow-boys. Et donc cette trilogie, cette série de films est créée par Robert Zemeckis et Bob Gale. Mais tout d'abord, quel est votre... Les deux Bob et Bob. Bob et Bob. Ils rigolent même dans les making-of. À chaque fois, ils disent Bob et Bob. Bob et Bob. Est-ce que vous pourriez nous dire, est-ce que vous vous souvenez la première fois que vous avez découvert Retour vers le futur ? Vas-y. Alors, moi, je dois avouer que je ne m'en rappelle pas. Mais par contre, je me rappelle très bien que mon frère est revenu d'une fête d'école en disant « J'ai vu un film extraordinaire ». Et mon père, qui était là aussi, a dit « Il faut absolument que tu vois ce film ». Et je ne sais plus à quelle occasion j'ai pu voir ce film enfin, je crois que parce qu'il est passé à la télévision en fait. Et donc c'est mon frère et mon père qui m'ont parlé de ça la première fois. Et un truc que vraiment, chaque fois que je vois ce film, enfin cette série de films, c'est le petit tibénim, tu vois, la petite musique au tout début. Mais chaque fois, ça me provoque un truc dans le bide. C'est vraiment, je fonds à chaque fois que je l'entends. Voilà. Petite musique magique. Non, on parlera de la BO, on parlera de la bande originale. Mais ça a une Silvestri où chaque fois que je me souviens que c'est lui, je suis surpris en ayant chaque fois dans le souvenir que c'était John Williams, alors que non. Oui, hein. Ouais. Il y a des vibes. Hein. Tout à fait. Moi, un peu comme Gigi, entre nous c'est Gigi, okay. Un peu comme Gigi, je me souviens plus très bien non plus de ma première rencontre avec Retour vers le futur, mais pour moi tout de suite, si je me replonge en arrière, ça m'évoque 2 choses. D'une part, mon père travaillait à l'époque à la médiathèque de Liège. Ah ouais ? Il a toujours bossé pour la médiathèque, mais il a bossé après plus tard pour l'administration centrale, où il était responsable des collections Musique du Monde, etc. Mais il a commencé, entre autres, à la médiathèque de Liège. Et donc, j'ai bénéficié de mon enfance d'un très grand privilège qui était la location gratuite à la médiathèque. Et donc, j'allais beaucoup dans les rayons de la médiathèque et les rayons des jaquettes VHS de la médiathèque de Liège, qui était encore à ce moment-là place du Vintou, tout près de l'université. Ça m'impressionnait beaucoup et je me souviens que c'était effectivement celle de Retour vers le futur était une image qui me marquait plutôt positivement, là où le rayon horreur je le passais avec des frissons dans le dos, où j'osais même pas regarder les jaquettes, petit que j'étais, et par contre celui-là il y avait quelque chose qui m'intriguait, et je pense que c'est le genre de film, comme ton frère qui l'a vu à l'école, je pense que c'est un film que j'ai vu un jour en stage, un stage à Debs ou un truc du genre. Okay. Je pense que je l'ai vu effectivement dans ces conditions-là, sur une télé, au milieu de groupes d'autres, etc. Et je me souviens qu'effectivement j'étais assez impressionné. Et même dans ce contexte, tu as été impressionné. Oui, bien sûr, bien sûr.
Et vous avez vu le 2 et le 3 assez vite ou pas? Tu te rappelles pas? Je pense que je les ai vus dans un foulée, oui, tout à fait. Et je pense que dans Enfant, je pense que le 2 est celui qui m'avait laissé une plus forte impression, parce que je pense que le côté futur, quand t'es enfant, quand t'es adulte, tu vois plus l'éventuel côté cheap ou quoi, mais on en reparlera de tout ça. Bien sûr. Mais enfant, t'es très impressionné, en fait, quand tu vois le futur. Tu te dis, waouh. C'est quelle année déjà le 2 et le 3? 89-90. Ah, c'est ça. Moi, je pense que je les ai vus dans la foulée parce que je me rappelle avoir vu cette bande-annonce du 3 qui vient à la fin du 2 et qui m'avait super excité à l'époque. Et moi, comme toi aussi, effectivement, le 2 a un ton plus sombre. Hein, c'est vraiment une descente aux enfers. On en parlera sans doute tout à l'heure. Donc, j'ai toujours eu peur un peu du 2. Ouais, c'est vrai. Et toi, Vincent, tu te souviens quand tu as vu en pour la fait, première fois? Oui, tout à fait. En fait, Gilles évoquait le fait que tu l'as découvert via un passage à la télévision. Hein, je pense, moi, en fait, c'est sur cassette enregistrée de mes parents que j'ai découvert le premier film au début. J'étais immédiatement fasciné. Enfin, c'est comme vous, il y a vraiment quelque chose qui relève de la nostalgie, du souvenir d'enfance autour de ce film. Et je sais qu'il a fallu un petit peu de temps avant que je voie les suites. Donc le 2 et le 3. Et c'est un peu comme toi, hein, tu vois le 2, tu te dis c'est pas possible, je peux pas attendre, surtout avec cette bande-annonce. C'était très étrange aussi cette façon de déjà montrer plein d'images du film suivant à la fin donc du deuxième volet. Et je me souviens que je suis assez vite passé dessus en me disant voilà, ok, c'est intéressant, mais qu'il m'avait beaucoup moins plu. Beaucoup moins plu. Et c'est toujours vers le premier que je reviens, qui est là pour le coup un vrai doudou, quoi. Le premier, je ne me souviens pas quand je l'ai vu, j'étais petite, mais je me souviens pas. Moi, je suis née en 85, meilleure année quand même. Retour vers le futur, les Goonies, Caroline Poisson, super. Je me souviens que j'ai adoré le premier, mais comme Vincent, j'ai pas vu le 2 et le 3 tout de suite. Par contre, quand j'ai vu le 2, moi, la bande-annonce du 3 ne m'excitait pas du tout. De base, il y a des cow-boys. Figure-toi que ça à l'époque, elle n'en avait rien. À l'époque, j'en avais rien à foutre des cow-boys. Et la DeLorean avec des chevaux qui tirent. Je pense que si à l'époque on lui avait dit qu'elle allait un jour porter des Santiago, elle aurait ri au nom. Ouais, j'aurais fait oh non, Berk, quelle horreur. J'aimais pas les West, j'aimais pas tout ça. Tu vois, je me disais non, c'est pas mon truc, quoi. Et puis la vie faisant, je me suis retrouvée à devoir me taper des westerns à longueur de journée. Et puis, enfin, à devoir me taper Retour vers le futur 3 avec non, c'est le meilleur, tu dois le voir. Et te taper en cow-boy, si tu peux. Me taper en cow-boy, évidemment, ça, c'est pas un problème. Donc, j'ai vu le 3 pour faire plaisir à mon amoureux et j'ai fait, mais en fait, c'est génial. Mais on en reparlera après de si on aime, si on n'aime pas, etc. Mais effectivement, il m'a fallu un peu de temps pour voir la suite. Est-ce qu'un de vous deux voudrait nous résumer Retour vers le futur ? Qui se lance? Qui va nous faire un pitch exceptionnel? Alors, je préviens nos auditeurs que je vais manger en même temps. Eux, ils boivent. Moi, je vais boire du vin blanc en même temps. On t'entend à peine. Non, ici, on boit de l'eau. Oui, c'est de l'eau. Je prétends, je suis scénariste, je prétends que c'est du vin blanc. C'est mon côté Christ. Donc, Retour vers le futur, eh bien, ça nous raconte l'histoire de Marty, un jeune homme des années 80, passionné de rock, dont le meilleur ami est bizarrement un scientifique, un docteur, qui doit bien avoir au moins 50 balais de plus que lui, peut-être un moins, en tout cas un minimum de 40 balais de plus que Marty. Et ce docteur a disparu un après-midi comme les autres où Marty le cherche. Il a disparu et Marty doit le retrouver pour une expérience, car cet homme, ce scientifique, fait des expériences. Et là, il est très excité. Et l'expérience, effectivement, que Marty va découvrir, c'est celle du voyage dans le temps à travers une voiture customisée, une DeLorean, pour être plus précis. Et le problème, c'est que pour donner assez d'énergie à cette machine à voyager dans le temps, il faut du plutonium que le doc a subtilisé à des très méchants terroristes libyens. C'est déjà tout un concept. Tout à fait. Qui, très fâchés, vont les surprendre en plein milieu de cette expérience sur un parking de nuit et vont tuer le doc sous les yeux de Marty paniqué, qui se jette dans la DeLorean, tente de les fuir et en fait, malgré lui, voyage dans le temps à la date exemple que le doc avait encodé dans la machine, qui est 1955, je ne sais plus la date. 5 novembre. 5 novembre, merci beaucoup, je savais que vous étiez assez geek pour le savoir. Et il se retrouve donc projeté le 5 novembre 1955, où il va
atterrir d'une certaine façon au volant de sa DeLorean, complètement paniqué, poursuivi par les Peabody des fermiers paniqués parce qu'il a écrasé un lourd de pain. Et dans sa fuite, finalement, il va perdre connaissance et se réveiller dans la famille de sa mère, qui est alors une jeune femme, et qui va tomber complètement amoureuse de lui. Drame, puisque à partir du moment où elle tombe amoureuse de lui, elle risque de ne plus être amoureuse de son père. Et donc Marty risque de ne plus exister. Précisément, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est vrai que j'ai sauté en fait la raison qui a fait que Marty a perdu connaissance, c'est qu'en fait Marty a rencontré son père dans le passé, a compris qu'il s'agissait de son père, et en fait l'a sauvé d'un accident de voiture qu'il était censé avoir, puisque c'est l'accident qui aura permis que sa mère rencontre son père, puisque c'est le père de la mère de Marty qui a renversé normalement le futur père. C'est compliqué à dire comme ça. Comme quoi mon pitch devient de plus en plus foireux. C'est là que normalement les prods commencent à faire... Attends. C'est un film compliqué à résumer. Pour le moment, tu t'en sors très bien. C'est très rien. Mais en tout cas, ce qui est important et ce qui est phénoménal, vraiment le cœur du récit, l'idée extraordinaire, au-delà déjà du voyage dans le temps et l'idée de base, on en reparlera, qui a donné naissance au scénario, qui est ce jeune homme qui va rencontrer ses parents jeunes, des parents qui, dans le présent, nous sont présentés comme des êtres dont la vie est ratée, des êtres qui ont vraiment raté leur vie, des personnages malheureux et un peu minables aux yeux de leur enfant. Eh bien, Marty va donc les rencontrer jeunes et peut-être, en fait, finalement changer leur vie aussi par cette rencontre. Mais surtout, l'idée de Jenny, c'est cet incident, ce problème à résoudre qui va créer tout le plan, qui va initier en fait tout l'acte central du film, qui est Marty doit faire en sorte que sa mère retombe amoureuse de son père plutôt que de lui. Et c'est un ressort narratif qui est phénoménal dans ce film, qui marche à tout point de vue, au niveau de la comédie, au niveau de l'action, l'aventure, de l'angoisse, etc. etc. Et je trouve aussi de façon assez brillante que, parce que je revois pas mal de gens, quand ils reparlent du film aujourd'hui, des plus jeunes spectateurs aussi, qui disent c'est quand même étonnant, toute cette histoire d'inceste, etc. En fait, je trouve qu'ils s'en sortent assez brillamment, parce qu'il n'y a aucun moment où c'est fondamentalement gênant, où tu te dis, oula, ça devient glauque. Ils arrivent à ne jamais être glauque à ce niveau-là. Et par contre, c'est à cause de... Pardon. C'est à cause de cette soi-disant histoire d'inceste qu'on ne voit pas que Disney n'a pas voulu produire le film, d'ailleurs. C'était un peu trop touchy pour eux. J'avais oublié ça. Ah bah voilà, c'est aussi des concours d'anecdotes, le Popcorn Club. Et t'as oublié un truc, Antoine, c'est que son but aussi, c'est de revenir en 1985. Oui, bien sûr. Son but, ils ont un gros problème, c'est que effectivement sans plutonium, la voiture fonctionne au plutonium et le plutonium n'est pas produit en 1955, et donc il doit trouver une autre solution. Et heureusement, Marty a ramené avec lui un petit Flyers justement pour donner de la thune pour réparer l'horloge. Sauver l'horloge d'hôtel de ville. Sauver l'horloge d'hôtel de ville. Tiens, d'ailleurs, il y a un truc avec ce flyer. Ouais. Alors que je connais le film depuis longtemps, en le revoyant, je l'avais sans doute un peu oublié sur certains points. Je me souvenais que ce flyer avait de l'importance quand son amoureuse au début du film, dans le présent, en 1985, lui écrit son numéro. Ouais. Ce n'est pas son numéro, c'est celui de sa grand-mère. Et du coup, je me suis dit, tiens, sa grand-mère, ça veut dire que ce numéro, potentiellement, il était aussi accessible en 55. Et je me suis demandé, tiens, c'est marrant, est-ce qu'ils avaient prévu quelque chose par rapport à ça ? Ah, c'est vrai. C'est peut-être un reste des multiples réécritures. Parce que, alors voilà, on va peut-être revenir là-dessus, mais en fait, le duo, la petite genèse. Le duo en fait à l'origine du film, c'est ces deux Bob, c'est Robert Zemeckis et Bob Gale qui ont fait leurs études ensemble et qui s'entendent très bien. Eux, ils ont envie de faire du cinéma grand public. Après des débuts un peu difficiles de Zemeckis en tant que réalisateur, parce que je crois que ces deux premiers films, même s'ils ont c'est des succès d'estime, plutôt des succès critiques au niveau de la presse, c'était des films qui avaient été assez mal reçus au niveau du public. C'est aussi avec Bob Gale au scénar, je pense. Oui, c'est ça. Donc c'était le duo, et en fait, il a fallu juste que Zemeckis dans son coin, alors que ça faisait déjà des années qu'il planchait sur le scénario de Retour vers le futur, parce qu'il y a eu, je crois, une quarantaine de réécritures sur 44 versions, je pense. 44 versions, ouais. Que, en fait, dans l'entre-deux... Jamais désespéré. Non. Alors qu'ils étaient en train d'écrire ce film, il se trouve que Zemeckis,
dans son coin, a été contacté par Michael Douglas pour réaliser À la poursuite du diamant vert. C'est ça. Ce qu'il a un peu mis sur la map et qui a fait qu'à un moment, Spielberg s'est dit, là c'est parti, je crois qu'on peut faire Retour vers le futur. Et il se trouve que voilà, Retour vers le futur, on va en parler en long et en large, mais c'est un méga succès. C'est une écriture que vous allez pouvoir en parler, que vous trouvez extraordinaire et super juste, à tel point que dans leur université d'origine, à l'USC, je sais que le scénario est étudié vraiment comme un exemple de qu'il faut suivre, quoi. Ouais. Et alors, la question que je vais vous poser est toute simple, c'est en quoi, selon vous, ce script est si bon? C'est sur quels aspects? Alors, moi, j'aimerais déjà rebondir sur un truc, c'est que ce qui est intéressant, c'est qu'un script a priori parfait, pour le regard du spectateur, pour le regard des personnes qui n'écrivent pas, il semble indéniable que ce script existe presque spontanément. C'est-à-dire que la perfection de ce script donne l'impression qu'il a surgi tel quel, alors qu'on parle de 44 versions. C'est-à-dire que pour arriver à ce degré de perfection où les éléments se répondent à un tel point où tout semble couler de source, en fait, les choses ne coulent pas de source. C'est un travail colossal. On le sait. Oui, on dit souvent écrire, c'est réécrire. Ouais. Oui. Et je trouve qu'en fait, moi, il n'y a jamais une réplique qui n'est pas ultra signifiante pour ce qui se passera par la suite, surtout dans la première partie. Alors, ce qui est dingue, c'est qu'il y a effectivement toujours ce côté de l'efficacité et de la nécessité de chaque élément dans ce film, mais qui à aucun moment ne donne cette impression-là. C'est-à-dire à aucun moment on se dit « Ah, on est en train de me vendre quelque chose pour la suite, ah, on est en train de me créer du pay-in pour du pay-off, etc. Ouais. » Ici, même quand on le sent, c'est-à-dire que il y a un truc dans ce film, c'est qu'à travers toutes les réécritures, tous les passages obligés par lesquels ils ont dû passer, toutes les corrections qu'ils ont dû faire, etc., elles ont systématiquement accouché de séquences fun qui se suffisent en elles-mêmes, avec des blagues, avec il y a toujours un truc nourrissant. Je pense à l'exemple par exemple de la scène d'exposition obligée qu'il y a dans tous les films. Surtout là, on a un concept de science-fiction assez dur à poser. En fait, cette séquence d'exposition, c'est peut-être la séquence la plus fun du film. Enfin, une des séquences les plus fun du film. Parce qu'en fait, sur le parking au début. D'accord. Écoute, pour moi, ce qui est dingue, c'est que ce film, c'est les 30 premières minutes, c'est de l'expo non-stop. Et à aucun moment, ça ne sonne comme de l'exposition. J'en parlais tout à l'heure à Gilles, il y a une scène que j'adore, en fait, en la revoyant, qui est une scène d'exposition nécessaire pour tout le plan de Marty par rapport à ses parents. C'est la mère qui raconte dans le présent sa rencontre avec le père. C'est-à-dire que ça pourrait passer totalement de façon flagrante, parce que tout d'un coup il y a un personnage qui parle du passé, c'est les pires trucs, c'est le syndrome qu'on a appelé entre nous Père Castor. On l'appelait comme ça par rapport à Ennemi Public, parce que dès qu'on faisait des scènes comme ça d'un personnage qui parle de son passé, on se disait oula, attention, là t'es en train de glisser dans le Père Castor. Et ce syndrome Père Castor, il peut se sentir très vite. Ici, il y a un truc génial, c'est que comme on nous montre une famille de ratés, où on sent qu'ils sont passés à côté de tout d'un coup la mère, avec nostalgie, nous parle d'un moment heureux, qu'elle a rencontré avec le père. Du coup, ça passe par l'émotion complète, et en même temps, elle ne fait que de l'exposition et du pay-in pour tout ce qui va se passer avec le bal, etc. Enfin, c'est brillant. Et alors, la féerie dansante des sardines, des sirènes. Et alors, je sais pas si Gilles, tu voulais ajouter quelque chose sur... J'étais en train de réfléchir là, je me dis qu'il faut que je dise quelque chose pour paraître intelligent et tout. En fait, je vois pas tout de suite, mais peut-être que ça me reviendra. En tout cas, sur l'exposition, si on parle de ça, il y a mille choses à dire. L'exposition, elle est incroyable. Elle est vraiment... elle coule de source. Elle nous fait donner de l'empathie directement avec ce personnage. Enfin, moi, quand j'ai vu ce gars avec qui fait du skate dans les rues, qui arrive chez Doc, qui branche sa guitare, c'est complètement gratuit comme scène, mais ça te donne directement de l'empathie pour ce personnage et tu te dis t'as envie de le suivre jusqu'au bout du monde, ce petit gamin. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça un gamin, mais en tout cas, quand je l'ai revu, je me suis dit qu'est-ce qu'il a l'air jeune en fait. Ouais, c'est ce qui marche mieux qu'Eric Stoltz. Exactement, ça marche super bien. Donc voilà pour l'anecdote. On n'a pas parlé de ça. Vas-y. Attends, j'enlève le riz que j'ai dans les dents. Au départ, oui, ils ont tourné avec un autre acteur que Michael J. Fox qui n'était pas dispo. Il tournait Sacrée Famille. Vous avez vu Sacrée Famille? je ne me souviens même pas de cette série. Oui, c'est un sitcom. Elle était au Club Dorothée au début des années 90. Je l'ai pas regardé non plus à l'époque. Non, je me rappelle. Et toi, tu vois, t'as déjà vu cette série Sacrée Famille? Non. Et comme il était sur Sacrée Famille, c'était un petit problème d'agenda, donc ils se rabattent sur Eric Stoltz. J'arrive jamais à le prononcer. Oui, servez-vous un peu de vin, on est bien. Mettez-vous bien. Et j'avais lu aussi qu'il y a eu comme idée, il y a eu Johnny Depp aussi. Vas-y. Oui, ce que j'ai lu, c'est qu'ils se sont rappelés en revoyant en Bob Gale, en repassant en revue les notes qu'il avait sur le casting, a revu le nom de Johnny Depp, mais il se souvenait même pas de la bande voilà. test, quoi. C'est marrant. Donc il disait, il m'a pas tellement impressionné.
Mais donc, ils ont commencé à tourner avec Eric Stoltz, vu qu'ils n'avaient pas... Enfin voilà, ils se disent, on va tourner avec lui. D'ailleurs, vous avez sûrement vu, vous et nos auditeurs, les plans mis l'un à côté de l'autre de Michael J. Fox et d'Eric Stoltz. Effectivement, il est beaucoup moins drôle. Et après 5-6 semaines de tournage, ils se disent, ça marche pas en fait. Ils ont quand même perdu la bagatelle de 3 millions de dollars. Ils ont quand même gardé... Il y a certains plans où on voit Doc qui parle à Marty, qui est hors cadre, où en fait ce sont des plans qu'il a tournés avec Eric Stoltz à l'époque. Et en fait, oui, après ils se sont dit, mais non, ça ne va pas. Et Michael J. Fox a finalement pu venir tourner le film, mais il avait 20 heures de tournage par jour parce qu'il se tapait tout Sacré Famille pendant la journée, puis il venait se taper la nuit Retour vers le futur. C'est quand même une fameuse performance, quoi. Il le dit dans une interview, il dit, moi c'était le rêve de ma vie, j'y étais, quoi. Il fallait, mais c'était dur. Mais c'est fou à quel point certains films tiennent à ça, parce que finalement c'est exactement le même canevas qu'avec Le Seigneur des Anneaux, où Aragorn à la base était joué par, je ne sais plus son nom d'ailleurs, cet acteur anglais qui a l'air beaucoup plus juvénile que Viggo Mortensen, en fait, et ça marchait pas du tout non plus. Et aussi retournage derrière, et surtout devoir dire à un comédien... Désolé, mais non. C'est chaud quand même. Moi, tu dis, le pauvre Eric Stoltz, qu'est-ce qu'il a fait après ? Apparemment, visiblement, oui, après ça, le reste de sa carrière, non. Mais apparemment, visiblement, il était d'accord, d'après ce que j'ai cru comprendre, il était d'accord aussi que ça fonctionnait pas. Même. J'ai une question. Est-ce que vous avez regardé Retour vers le futur en VF ou en VO ? Là pour aujourd'hui ? Ouais. Je sais pas combien de fois par an tu le regardes. Hein, donc, J'avoue que j'avais envie de regarder en VF, mais je l'ai trouvé qu'en VO. Ah ouais ? Et donc du coup, je me suis rabattu sur la VO parce que j'ai envie de retrouver un peu cette expérience de quand je l'ai vu jeune. Mais je trouve que la version française est très très elle est exceptionnelle. Proche. Elle est très proche de la version anglaise. Ouais. Je l'ai pas revu en VF, donc j'ai oublié. Enfin, je me souviens de la VF, je me souviens surtout, on en parlait tout à l'heure, du nom de Zeus. Tu regardes en VO, quoi. Je l'ai regardé en VO, et le nom de Zeus, effectivement, est plus parlant pour nous que le Great Scott de Christopher Lloyd. Mais voilà, j'aime quand même bien découvrir le jeu naturel des comédiens, donc j'allais forcément le regarder en VO. Je sais que si j'avais eu les deux disponibles, mais c'est vrai que ça change énormément concernant le jeu d'acteur, parce que je trouve, moi personnellement, j'adore la voix de Christopher Lloyd en français. Je la trouve géniale, plus exceptionnelle en fait. Je me la pétais quand même, parce que je l'ai raconté avant, mais j'ai pu rencontrer Christopher Lloyd au Comic-Con en grosse fangirl. Tu as rencontré Christopher Lloyd ? J'ai rencontré, vous le saviez déjà, mais Gigi fait très bien la surprise. Mais moi j'étais presque triste qui n'est pas la voix. Enfin, tu vois, pour moi, je suis trop habituée à sa voix française, en fait. Et même Marty, Michael J. Fox, sa voix, j'ai oublié le nom de l'acteur qui le double. Il est terrible. Je n'ai plus non plus son nom. Je sais plus. Et je pense que c'était le même doubleur pour Teen Wolf que j'ai revu récemment, qui a lui particulièrement mal vieilli. Tout à fait. Mais déjà à l'époque, il avait mal vieilli. mais c'est vrai que la voix de Marty, c'est marrant. Il y a des trucs qui me restent parce que je pense que je l'ai vu que quand j'étais jeune, la VF. Dès que les DVD sont sortis, j'ai tout de suite regardé en VO. En VO, oui, c'est vrai. D'ailleurs, mon DVD qui est dédicacé par Bob Gale. Waouh, mais vous avez tous rencontré des stars. Et Bob Gale que j'ai rencontré au BIF à l'époque où j'étais bénévole. Et en fait, il y a une anecdote sur moi au BIF à cette année-là, parce que je me suis très fort bourré la gueule le soir de mon anniv. Je me suis réveillé le lendemain sur les lieux du BIF, tout le monde était parti, et j'ai cherché mes lunettes pendant des heures pour les retrouver finalement dans mon slip. C'est une longue histoire. Longue histoire, mais toujours est-il que je fais dédicacer mon coffret par Bob Gale 2 jours après. Mais tu t'en souviens, ouais. Et que mes potes sont passés avant. Et que Bob Gale a dédicacé à To the Man with the Glasses in His Pants. Wow. Ça, c'est encore plus classe que mon anecdote. C'est encore plus la classe. Quoi. Je me demandais où tu allais en venir avec cette anecdote. Oui, voilà, écoute, Bob Gale a signé ça sur mon coffret. On a un popcorn à qui on fait un gros bisou, qui nous rappelle à chaque fois, lui, il a fait pipi à côté de Toby Hooper, mais je pense que ton anecdote est quand même... Là-bas. Et quand même... Ça se vaut. Hein. Je pense que les deux se valent. Ça dépend comment il a fait pipi à côté de Toby Hooper. Sans regarder sa bite, on est à demander. Mais est-ce qu'ils sont tenus... Enfin bref. Oui, juste pour revenir au scénario, j'ai trouvé un truc intéressant à dire. Je crois. C'est le vin. Bob Gale, il expliquait que en fait, pour créer le scénario, ils se sont posé la question avec Zemeckis, mais qu'est-ce qui nous plairait de voir en fait dans ce film ? Quel est le fun and game ? On appelle ça le fun and games en scénario. Qu'est-ce qui serait fun ? Et par exemple, il disait, et si il jouait du rock'n'roll, il inventait le rock'n'roll dans les années 50. Ah ok, on doit alors dans l'exposition exposer qu'il
il sait jouer du rock'n'roll et que c'est ce qu'il aime. Ok, et si il faisait du skate et tout le monde était étonné par l'invention du skate, hop, et on va installer. Et donc c'est pour ça que tout le film en fait est basé sur ce qu'on appelle des pay-in et des pay-off. Donc pay-in, on installe des choses dans les premiers actes, et dans la suite du film, c'est réutilisé d'une autre manière. Et bouclé. Et comme tu disais tout à l'heure, ce qui est génial dans le film, c'est que tu ne vois pas les pins. C'est-à-dire, tu as l'impression qu'ils font partie de la scène et qu'ils font partie de la fluidité de l'histoire. Et en fait, ils sont tout à fait réutilisés. Ils sont quasi tout. Et je pense que tout est utilisé. Et ce qui est marrant, c'est que même quand tu vois un truc, par exemple, qu'elle donne le numéro de sa grand-mère, tu te dis, ça devait servir quelque part. En même temps, le papier sert, donc c'était... Ouais, voilà. Mais c'est vrai, effectivement, et même les plus petits pay-in, moi, les pay-in que j'adore dans ce film, c'est tout ce qui tourne autour de l'oncle Joey qui est en tôle et que je trouve super bien aussi. Ils réapparaissent, ils sont tout petits, ils servent pas à grand chose, mais ils rajoutent une couleur. Et il y en a qui manquent, par exemple, pardon. Vas-y. Par exemple, quand Dark Vador de la planète Vulcain, qui fait quand même hérisser les poils de beaucoup de fans, qui a son sèche-cheveux à la ceinture, on dit mais il a un sèche-cheveux, mais dans les scènes coupées, t'as Doc qui ouvre la valise d'objets que Marty lui a ramené de 85, et dans la valise il y a un Playboy et il y a un sèche-cheveux. C'est pour ça, mais la scène a été coupée au montage. À cause du Playboy peut-être. Non. Je ne sais pas, tiens, peut-être. Mais... Et donc, c'est pour ça qu'il a un sèche-cheveux, parce qu'il y a sur beaucoup de forums de fans, j'ai été lire un peu tous les trucs de fans sur Internet, c'est hyper drôle. Elle a fait ses recherches. Ouais, non, mais c'était assez rigolo de voir au combien les gens deviennent fous avec ces films. C'est d'aller voir tous les gens qui se disent, mais pourquoi est-ce qu'il a un sèche-cheveux? Comment ça se fait? Machin, bazar. Mais c'est une scène coupée. Et il est habillé en protection contre nucléaire. Et il a ce Walkman qu'on a installé. Enfin, tout est toujours. Et le personnage fonctionne à fond, quoi. Et alors pour la petite anecdote par rapport à cette scène-là, il y a un des producteurs du film qui à un moment a dit qu'il détestait le titre Retour vers le futur, et qui à un moment a envoyé un mémo à Spielberg et Zemeckis en disant bon, maintenant ça suffit avec ce titre, il faut appeler ce film, je crois que ce qu'il a proposé c'était Spaceman from Pluto. Ah oui. Il n'avait rien compris. Alors la façon dont ils s'en sont tirés, Spielberg et Zemeckis, c'est Spielberg qui a renvoyé un autre mémo en disant ta vanne était excellente, on en a ri pendant des jours, etc. Et le mec était tellement fier qu'il n'a pas osé dire que c'était pas une vanne. Du coup. C'est vrai qu'on n'a pas précisé dans la présentation, mais donc effectivement c'est Spielberg qui produit le film. Oui, on est allé un peu vite dessus, donc effectivement c'est l'une des productions emblématiques. Je crois même que c'est la première. Non, je crois que c'est... Ah, moi c'est ce que j'ai entendu. J'avais en tête Gremlins, moi, pour la première. Il y a un truc particulier d'ailleurs par rapport à celle-là vis-à-vis des autres. On parle de Gremlins là, et de Goonies aussi. Attention, Gremlins, vous savez que c'est le même plateau de tournage que Retour vers le futur. Justement, j'allais y venir. En fait, c'était ça que je voulais souligner tout à l'heure, c'est que vous parliez de pay-in et de pay-off qui fonctionnent bien. Et je pense que l'une des raisons pour lesquelles ça fonctionne aussi bien, c'est aussi parce que le film se concentre sur une unité de lieu qui est super concentré. C'est Hill Valley, on n'en sort jamais. Même dans le 2, dans le 3, on ne sort jamais de cette région-là. Tout à fait. Effectivement, c'est une des grandes réussites. C'est-à-dire que justement, ça donne cette espèce de particularité à cette trilogie, de sans arrêt faire des variations sur un même thème, de revenir, de faire du pay-in pay-off par-delà même un seul épisode, d'une certaine façon, sur des épisodes suivants, etc., de revenir avec des scènes similaires, le réveil avec sa mère, etc., qu'on retrouve dans les 3 films. On est beaucoup sur du comique de répétition. Mais qui, à l'inverse d'aujourd'hui, quand on utilise ce genre de truc, tout de suite, ça fait fanservice. Dans cette trilogie-là, ça fait partie même de la tessiture narrative du truc. C'est-à-dire que ça fait partie du plaisir intrinsèque et c'est jamais gratuit. Ça participe complètement de l'état émotionnel de Marty. Enfin, c'est là que les 3 films pour moi sont brillants. C'est que sans arrêt, il joue de cette répétition. Jamais gratuitement, c'est jamais la même chose malgré tout. Il y a toujours quelque chose qui vient transformer la situation. C'est toujours inattendu. Et c'est toujours attendu et inattendu. C'est-à-dire chaque fois que tu attends quelque chose, il t'ajoute un truc inattendu derrière. Donc effectivement, à ce niveau-là, il y a une réinvention constante qui est effectivement assez bluffante de leur part. Je trouve qu'à ce niveau-là, on sent vraiment que Zemeckis et Gale bossent ensemble à tout point de vue. C'est-à-dire qu'ils scénarisent ensemble, Zemeckis réalise, mais Bob Gale est toujours présent. J'ai vu aussi dans un des nombreux docus qu'ils partageaient la même chaise de réal sur le tournage. C'est pas que c'était le réal et le scénariste qui traînaient derrière, quoi. Ils ont vraiment conçu tout à deux et ça sent en termes de mise en scène du scénario. Tu vois que la mise en scène est impeccable, la direction d'acteur elle est
impeccable, encore une fois. Et moi, c'est les mouvements de caméra. La scène de danse, tous les mouvements de caméra, la façon dont la caméra, elle danse avec les acteurs, qu'elle retrouve Michael J. Fox sur la scène, tout ça, c'est exceptionnel. Tout ça avec en plus, à partir de... dès le premier, et plus encore à partir du 2, tout ça avec en plus... surtout à partir du 2, de la motion capture pour pas mal de mouvements de caméra. C'est-à-dire que c'est un des premiers films qui a vraiment utilisé de la caméra assistée par ordinateur pour pouvoir faire 2 expositions avec les 2 comédiens, avec le même comédien qui se parle à lui-même, etc. Avec parfois des scènes de bif jeune et bif vieux, c'est très... Et à le revoir là, j'étais quand même assez surpris de l'ingéniosité avec laquelle il arrive à traiter un truc aussi compliqué. Ça fonctionne mieux que dans certains trucs récents, quoi. Mais la scène, si vous prenez la scène du repas dans le 2 dans la famille McFly, à peu près tout le monde est joué par Michael J. Fox. Oui, ça c'est... il y a 3 ou 4 Michael J. Fox dans un même plan, avec une caméra mobile. Effectivement, c'est déjà là qu'on voyait l'espèce de génie technologique aussi de Zemeckis qu'on a... après, sur le 2, il était déjà passé par Roger Rabbit, donc déjà, s'était déjà pas mal habitué à ça. Mais on sent vraiment à quel point... Enfin, ce qui est dingue, c'est que Zemeckis ne s'est jamais dépassé par la technologie. Il l'utilise toujours au service du récit. Et pourtant, c'est un très grand technicien également, quoi. Je pense que là, c'est vraiment l'héritage de Spielberg. C'est la faculté de raconter dans un même plan aussi qu'il a parfaitement intégré, où tu sens aussi cette influence spielbergienne tout du long, quoi. Tu parlais un peu de la jeunesse du scénario, etc., de comment il s'était demandé, etc. Ma phrase était bizarre. Mais ils se sont demandé. Il y a sûrement eu un moment où ils se sont demandé. Moi, je ne suis pas une pitcheuse professionnelle. Bob Gale a aussi eu cette idée d'histoire, parce qu'on va parler évidemment du voyage dans le temps, parce que tu nous as dit en off avant l'enregistrement qu'on va pouvoir parler de théorie physique quantique, etc. Non, pas exactement physique quantique. C'est trop tard, tu l'as dit. Je suis scénariste, je suis pas scientifique. Mais Bob Gale, j'avais lu qu'il était allé chez ses parents une fois, il va dans la cave, il trouve des photos de ses parents ados, et là il se dit est-ce que j'aurais été pote avec mon père? C'est vrai que c'est une question moi je me suis souvent posée, je me suis dit merde, comment étaient mes parents jeunes, quoi, comment ça se passait. Donc ce fait d'être en 85, de retourner directement 30 ans en arrière des années 50, c'est impeccable parce que c'est vraiment une période riche visuellement qui va nous donner des plans et des couleurs assez incroyables. Et je vais peut-être rebondir par rapport à ça, c'est que je pense que ça ils le disent aussi régulièrement en interview, ce qui les intéressait aussi et le piège dans lequel ils sont pas tombés en quelque sorte, c'est de se dire on va pas utiliser le voyage dans le temps comme pourrait le faire n'importe qui d'autre en se disant on va commencer à modifier le continuum espace-temps en disant je vais changer les grands axes historiques fatalement c'est souvent le même truc auquel on pense, c'est genre je repars en 40 je tue Hitler, quoi. Voilà, c'est un truc comme ça, mais là c'est pas du tout ça. Ils se sont dit justement c'est le piège dans lequel il faut pas tomber, et si jamais à un moment il est question tu parles du piège dans lequel Indiana Jones 5 a essayé de tomber récemment, c'est ça, dans lequel il faut pas tomber, et de se dire en fait à la limite si on parle de grandes figures historiques c'est juste pour resituer les époques et c'est tout, comme par exemple la blague avec Ronald Reagan. Et sinon les seules choses qui vont modifier, c'est les situations personnelles des personnages et jamais quelque chose de grande ampleur, quoi. C'est que Ronald Reagan, dans un de ses discours après le film, il a dit en plein discours politique, là où on va, on n'a pas besoin de rue. Oui. Ouais, c'est hyper beau. Et il était apparemment hyper fan du film. Ouais, c'est ça, il était hyper fan de la référence, il s'en est servi dans son discours. Mais il devait même jouer, ils lui ont proposé de jouer dans un des films, je ne sais plus, le 2 ou le 3, d'apparaître dans son propre rôle. Ah ouais. Ou en tout cas d'apparaître, et ça n'a pas pu se faire, je ne sais plus pour quelle raison. On le voit à un moment dans le bar de... Oui, mais en fake. Ah oui. Comme je veux dire, il y a Michael Jackson. Ouais, c'est ça, il y a une... Oui, petite référence. Une apparition, Dans la même scène dans laquelle apparaît Elijah Wood. Elijah Wood, mais oui. Oui, tout à fait. On a fait un petit retour en arrière parce que mais c'est Elijah Wood. Ah ouais, c'est vrai. Mais on était sur quoi? Tu parlais de... Sur les voyages dans le temps. Donc le fait qu'ils sont beaucoup inspirés de... Vas-y. Et de ne pas changer les grands axes historiques. Effectivement. Voyager dans le temps et pas dans l'espace. Et donc toujours revenir au même endroit et pas se faire téléporter. Est-ce que c'est un thème qui a souvent été au cinéma, Antoine? Ouais, comme c'est bien amené. Ça a été traité au cinéma avant? Non, je me suis plongé. Je me suis un petit peu plongé. C'est loin d'être exhaustif et d'être... Oh. Mais je me suis un peu plongé, surtout en me demandant, tiens, qu'ils ont été... si je devais vous demander au cinéma pour le moment, pas spécialement dans la littérature, ceci, ça pourrait être intéressant de poser la question, mais à votre avis, qu'est-ce que vous pourriez me citer qui prédate Retour vers le futur, qui parle de voyage dans le temps au cinéma? La machine à voyager dans le temps. Bien sûr, 1960, effectivement. La planète des singes. Comment il s'appelle? C'est Pal. C'est quoi son nom de famille? Son prénom encore?
Je sais plus, en tout cas c'est pas le réalisateur. Tu as dit quoi La planète des singes. La planète des singes, bien sûr, oui. tout à fait. On est aussi dans les années 60, je crois que c'est 68, la planète des singes. 68. En fait, d'ailleurs ce qui est étonnant, c'est que... Alors dans le micro s'il vous plaît. Ouais. Attends, je reprends mon petit carnet, parce que ce qui est étonnant, c'est à partir de la machine à voyager dans le temps, donc 1960. Qui apparaît dans les Gremlins. Qui apparaît dans les Gremlins, tout à fait, et dans plusieurs films de Joe Dante d'ailleurs, aussi sûr. Dans Looney Tunes Strikes Back, il y a une scène où tu as même des Daleks de Doctor Who, tant qu'on parle de voyage dans le temps, petit wink à Doctor Who. Doctor Who d'ailleurs, ça a commencé dans les années 50, donc machine à voyager dans le temps et l'espace avant la machine à voyager dans le temps. Et qui est beaucoup plus proche d'ailleurs du concept d'origine de Retour vers le futur, puisqu'il devait s'agir d'un frigo. À la place de la DeLorean. Ça doit être un frigo, effectivement, tout à fait, en effet. Je me demande d'ailleurs si Spielberg a repensé à ça dans son Indiana Jones 4. Je me suis dit oui, exactement. tout à fait. Oui, tout à fait. Et vous savez pourquoi ils n'ont pas pris un frigo ? Parce que un frigo n'est pas mobile et ils avaient besoin de... Non, en fait, il y avait une raison plus pragmatique. Beaucoup plus Ils avaient peur que les enfants, voulant s'enferment imiter dedans. le film, s'enferment dans les frigos de leur C'est maison. Et je crois que DeLorean est très content qu'ils aient pris une bagnole. Au final. Autant qu'elle ait de la gueule, comme le dit si bien Doc. Dans un docu, j'ai vu qu'il disait que en fait, le frigo n'était pas mobile et que en fait, il se mettait un peu dans la merde dans le scénario. Parce qu'ils avaient besoin que cette machine puisse bouger et ne pas rester au même endroit chez Doc. Et c'est ça qui a fait à un moment bouger les choses. De toute façon, c'est tellement un objet de cinéma parfait. Voilà, et après, ils se sont dit qu'est-ce qui serait cool. Et ils ont basé vraiment l'idée de cette machine sur un truc cool. Ils se sont dit, putain, une voiture, ouais, trop bien. Et puis le fait de prendre la DeLorean qui permet le gag de la soucoupe volante. De la soucoupe volante, ouais. Tout à fait. Exactement, ouais. Tout à fait. Une Lamborghini, ça aurait pu fonctionner. Oui, peut-être plus compliqué. Mais la DeLorean a un côté une Lada, plus... ça aurait été moins sexy. Claire. Mais donc, ouais, effectivement, Doctor Who, en effet, donc années 50. Mais avant ça, donc à partir de la machine à voyager dans le temps, ce qui est intéressant, c'est que avant la machine à voyager dans le temps, dans le cinéma, il y avait environ une cinquantaine de films quand même qui parlaient de voyage dans le temps. Okay. À partir de la machine à voyager dans le temps, c'est plus de 800. Enfin, c'est exponentiel. À partir de là, tout d'un coup, ça devient Planète des singes, évidemment. Et puis, ça n'arrête pas. Par contre, du coup, avant, qu'est-ce qu'il y a eu ? En fait, avant, qu'est-ce qui a surtout permis des voyages dans le temps ? Ce qui est marrant, c'est que tant dans la littérature que dans le cinéma, il y a en fait des grandes tendances qui se dégagent. C'est que le premier vraiment système de voyage dans le temps qui a été raconté, ça remonte même à la mythologie indienne, etc. C'est ce que moi j'appelle le fuseau horaire. C'est un personnage qui tout d'un coup, à cause d'une expérience ou d'un voyage, échappe au défilement du temps de son lieu de départ. Et quand il y revient, le lieu de départ a totalement changé. Lui a évolué à une autre vitesse, un peu façon Interstellar ou ce genre de choses. Il s'est retrouvé simplement sur un autre type de fuseau horaire et quand il revient, tout a changé. Donc ça, on retrouve même des traces vraiment dans la mythologie indienne de ce genre de trucs. Ensuite, il y a vraiment l'alternative. Ce que j'appelle l'alternative, c'est It's a Wonderful Life de Capra, Scrooge, ce genre de choses. C'est un personnage qui va vivre une expérience philosophique, en fait, où il peut se rencontrer lui-même, d'une part, se voir de l'extérieur, revenir dans son passé, etc. Et puis après, on a quoi ? Essentiellement, en fait, c'est les deux principaux qui ont existé. Et puis, du coup, assez proche de l'alternative, la plupart des histoires de voyage dans le temps qu'on a eues, généralement se passer de machine. La machine a vraiment commencé à arriver plus à partir des années 40. Mais avant, c'est essentiellement soit un coup sur la tête, soit la mort qui entraîne la possibilité de se retrouver à un autre moment. Un des grands exemples, tant en littérature qu'en cinéma, où ça a été adapté à tort et à travers, c'est le bouquin de Mark Twain, Yankee à la cour du roi Arthur, où donc on a vraiment un personnage d'Américain pur jus qui se retrouve dans l'Angleterre Je vais me planter sur le siècle. Sur du siècle avant. Jadis naguère. Voilà. Jadis naguère. À la cour du roi Arthur. Donc. Mais c'est drôle parce que tu parles du fait qu'avant la machine, c'était tomber dans les pommes, ou coup sur la tête ou mort. Ou la mort, ouais. Et Marty, à chaque fois, après avoir voyagé dans la machine, oui. Tout à fait. Il se réveille et il pense être revenu dans la réalité. Et en fait, non. Et c'est assez... c'est répété dans chacun des films. Tout à fait. À chaque fois, il a effectivement une espèce d'expérience il pense qu'il est... Et là, tu me montres que ces films sont beaucoup plus référentiels que je ne pensais. Beaucoup en fait. plus intelligents. Oui. En fait, c'est malin.
Ils sont extrêmement référentiels, mais c'est vrai que je me demande quelle a pu être l'influence d'un Doctor Who sur la culture américaine. Je ne sais pas, parce que je ne sais pas dans quelle mesure le Doctor Who des années 50, 60, 70 a tellement voyagé ou pas vers la culture américaine. Moi, j'ai jamais eu l'impression de les entendre en parler, en tout cas. Non, les deux Bob, là, ouais. Ouais, alors que, pourtant, ça s'impose tout de suite comme référence. Alors, je ne sais pas si vous voulez d'abord avoir un petit mot sur la bande originale avant de passer au deuxième film. Pour peut-être un peu s'apesantir sur le deuxième film. Moi, je trouve que cette BO, une BO extraordinaire, mais voilà, je sais pas si. On a une petite alarme. Ouais, ça, c'est on normal. l'a sonné. On l'entend même pas. Nos auditeurs sont habitués. Voilà. D'accord. L'alarme. On panique. Non, il n'y a pas de problème, mais ça va durer un petit moment. Attends. On ramène ton sac en fait, Gilles. Non, panique. Vous ne voyez pas le regard de Gigi, mais on n'est pas loin de Doc Brown quand il fait les gros yeux à Marty. Je peux en profiter pour te demander où est le jus de pomme, Vincent. Il est dans le frigo. Ah, je prends le frigo, tu peux lancer nos invités sur la musique. Attention, c'est peut-être une machine à voyager dans le temps. Je vais m'enfermer dedans. Donc oui, voilà cette bande-annonce donc, de cette bande originale d'Alan Silvestri, donc qui je crois qu'il est quand même en début de carrière à ce moment-là. Hein. Je pense que ça fait seulement. C'était quand Predator ? Parce que je crois que c'est Predator qui l'a mis sur la map, donc ça fait vraiment. Ça fait partie 81, de ces. Predator ou plus tardif ? Je sais plus. Moi je dirais 81. Ouais, c'est ça. Et donc là, on est vraiment sur un début de carrière, mais c'est l'un des nombreux succès qu'il aura eu dès le début, en fait, lui. Et moi, je trouve qu'il y a des vibes incroyables qui fait qu'à un moment, tu citais un petit peu les différents genres par lesquels passait le film, et je trouve que c'est vraiment sa bande originale qui fait qu'à un moment, tu dis c'est un pur film d'aventure. Qu'est-ce que tu en penses de ça ? Alors sur la bande originale, je serais peut-être parler de Gigi. Sur les genres, moi j'y reviendrai par contre. Ok. Ouais. Et pourquoi je dois parler sur la bande Parce que tu disais que ça te faisait des guillis dans le ventre déjà quand tu étais petit. Ah oui, mais au-delà de ça, non, effectivement, je peux pas trop, je sais pas trop quoi en dire. Oui, c'est effectivement très aventure. Et la façon dont ça ponctue même la narration, parce que moi je trouve qu'il y a quelque chose. Oui. Alors évidemment, ça se sent peut-être un peu moins dans le premier que dans le 2 et le 3. Il y a vraiment des moments où ça épouse. Quand il met des coups de poing à Biff Tannen, alors je fais des bonds de kangourou déjà vers le troisième, mais il y a quelque chose avec la BO qui n'est pas juste là pour simplement. Si, ça l'accompagne justement en plein, quoi. Ça accompagne l'action en plein. Oui, mais on reste toujours dans de la musique de film classique, je dirais. On va pas vers des musiques actuelles. Et ça reste très très film d'aventure. Ouais. Oui, sauf par contre. Et magique. Oui, il y a vraiment le côté de l'émerveillement qui est très présent dans le premier. Ouais. Où effectivement après ça tourne plus dans les suivants. Tu parlais de la noirceur du second, le côté descente en enfer, qui se réentend aussi un peu plus dans la musique à partir du moment où on est dans la dystopie de Biff Tannen. Et dans le troisième, effectivement, il y a ce côté western, cette espèce d'envolée de chevaucher en fait. C'est vraiment chevauché. Avec les Easy Top aussi. Et bien sûr les Easy Top. Et j'allais parler évidemment parce que tu parlais de musique actuelle, bien sûr que pour l'époque, si avec Huey Lewis and the News qui je pense a composé les morceaux pour le Back in Time, je pense qu'il l'a composé. Ouais, il l'a composé. En fait, ils en ont composé un qui a été refusé apparemment aussi. Ils en ont composé un premier où visiblement c'était un peu consternation en face. Huey Lewis and the News, Huey Lewis qu'on voit. Oui, j'allais dire pour nos auditeurs fans d'anecdotes, c'est lui qui dit à Marty qui joue trop fort. Ah, c'est lui en fait. D'accord. Avec d'accord. le porte-voix. Oui, tout à fait. Super caméo. Super caméo. Où donc il juge le concours de rock. De rock. Ouais. C'est ça, et il envoie balader Marty et son groupe. Mais qui joue sa propre musique en fait. C'est ça. Oui. Power of Love que génial. j'écoutais ce matin dans la voiture en dansant, en conduisant. Ouais. Mais il y a un truc avec cette musique de Power of Love, le début, c'est celle qui apparaît au début quand Marty, Marty sur son skate, qui s'accroche aux bagnoles, etc. Qui mate les filles. Moi, j'avais jamais remarqué avant. Il leur fait coucou quand elles font la jean. Elles répondent toutes, hein, donc elles ont l'air. Tu sens qu'il est un peu. Qu'il est populaire. Non, elle a raison. À un moment, il parle avec Jennifer et puis il mate les filles pendant qu'il parle avec Jennifer. D'accord, effectivement. Effectivement, ça, il y a un truc. Où il se prend d'ailleurs un petit coup de Jennifer. Non, mais sur le début et sur la coolitude que la musique amène sur la scène, qui elle-même est très cool de ce gamin qui a l'air, qui est extrêmement à l'aise sur son skate et dans le fait de s'accrocher derrière des voitures. Quand ce film, je l'ai montré, je vais dire à mon fils, ce n'est pas mon fils, je l'ai élevé et je l'aime de tout mon cœur. Mais quand je lui ai montré, il avait quelque chose comme 7 ou 8 ans. Noé. Ouais. Et tout de suite, cette coolitude, il l'a pris de plein fouet en se disant, ce gamin est génial, mais il avait un doute. C'était sur la tenue vestimentaire, l'espèce de gilet rouge, il comprenait pas. Donc il m'a demandé,
est-ce que ça c'était cool? Je lui ai dit oui, ça c'était... Ah, ok, ça. Mais il avait un petit doute. Drôle. C'est-à-dire, est-ce qu'il est ringard ou pas en fait? J'arrive pas Est-ce à que la comprendre. doudoune, c'est vraiment. Oui. Mais, là, Ou est-ce que c'est un gilet de sauvetage? Est-ce que c'est un gilet de sauvetage? Je vais peut-être un petit peu m'emballer. Si je m'emballe, tant pis. Mais justement, ce regard qu'il a envers deux nanas, c'est deux nanas, je pense, pendant qu'il parle avec Jennifer, qu'il a un petit. J'avais un peu l'impression que c'était pour dire que ouais, il est super cool, mais il n'est pas parfait non plus. Ce qui va aussi ajouter à la psychologie de ton personnage pour la suite du film. Tout à fait, il y a un truc sur la perfection, mais sans doute vois que tu l'as lu. Voilà, ouais. C'est que le personnage avait été quelque part cette faille-là dont tu parles. Par contre, elle ne nourrit pas le premier. À aucun moment. D'ailleurs, même peut-être que ça le nourrissait dans le sens où on se dit c'est quelqu'un qui a avec les filles, etc. Mais une fois qu'il est confronté à sa mère, par contre, Exactement, limite, voilà. c'est que là, ça ne passe pas. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que cette faille, elle a donné naissance à une espèce un élément qui se répète beaucoup dans les deux suivants, mais qui n'est pas dans le premier, qui est la vraie faille de Marty McFly, qui manquait et que du coup ils se sont sentis obligés d'ajouter pour les suivants, qui est ce côté orgueilleux. L'orgueil qui personne qui ne me supporte dit pas que j'ai les foies. Voilà, personne ne dit que j'ai les fois. Ah, c'est ça qui dit. C'est ça qui dit en français. Ouais. Exactement. Et donc cette faille effectivement manquait un peu. Par contre, il manquait une faille narrative chez le personnage qui devait le servir après. Pour moi, ce regard qu'il a qui n'est pas ok, pendant qu'il parle avec sa nana quand même, je me dis d'office c'est pour lui donner un petit côté non parfait. Oui, c'est vrai. Et en même temps, le rappel à l'ordre de Jennifer, il est juste comme... Enfin, je trouve qu'il est bien là comme il faut. Oui. Mais effectivement, pourquoi? Oui, c'est ça. Tu vois, en fait, je l'ai revu là la semaine passée, je me suis dit, je me souvenais pas de ça en fait. Tout à fait. Peut-être parce que c'est des questions qu'on se pose plus maintenant, j'en Sans sais doute, rien, tu vois, c'est un truc sur lequel tu focalises beaucoup plus. Et je me suis dit, wow, non, Marty, c'est pas bien ça. Tu peux mais pas son rêve, quand même, c'est d'avoir une grosse 4x4. Ah, tu m'as fait peur. Ce qui est difficile. Oui, on va parler de Crispin Glover, je le sens. Non, mais allez, intéressant. Il faut en parler maintenant. Je pense que c'est le moment. Mais tu voulais je voulais dire que matérialisme. Il y a un côté matérialiste de Danny Reagan qui est vraiment la réussite. C'est quoi? C'est avoir une belle maison, gagner bien de l'argent et pouvoir se payer une grosse 4x4 pour emmener sa copine en camping. Je dirais même aussi qu'il y a un discours sur ce qu'est être un homme, ce qu'est un bon père de famille. Tout à fait. Mais le premier film est très et qui justement, sur la fin, je vais revenir vers toi, mais qui justement là est carrément complètement centralisé par le personnage de Crispin Glover et j'ai envie de dire par Crispin Glover lui-même, parce qu'apparemment ça a créé des tensions sur le plateau. Tout à fait, à la lecture du scénario, mais ça, Gigi, je vais te laisser en parler. Oui, donc j'ai lu ou j'ai entendu que effectivement Crispin Glover qui joue George McFly, le père de Marty, dans le premier, qui le joue exceptionnellement bien. N'était pas du tout à l'aise avec les dernières scènes où ils apparaissent. La mère et le père dans des tenues de tennis un peu de bourgeois de Hucle ou je ne sais pas comment on dit à Liège. le Hucle local. Comment il s'appelle encore ce Hucle là? On le voit dans le 2 médecins, c'est là où ils vont vivre. Lionsgate. Non. Hildale. C'est le but de Hildale. Voilà. Et donc voilà, il était un peu étonné que le film se termine comme ça, avec ces valeurs-là. Et il a fait pression pour essayer de changer cette fin. Et apparemment, si j'ai bien entendu, le scénario n'était pas non plus avec Biff, qui est devenu un peu le servant de la famille McFly. Mais dans ce que j'ai compris en sous-texte, Biff n'était pas là et ils avaient vraiment des servants qui n'étaient pas Biff. Et donc là, sous la pression de Crispin Glover, ça a quand même été modifié. Okay. Et ils se sont arrivés avec cette idée de Biff qui est devenu vraiment le larbin de la famille McFly, qui est vraiment une super idée. C'est vraiment très très drôle et ça boucle vraiment tout. Et effectivement, peut-être ça sauve aussi peut-être la scène. Hein. Et en plus, ça amène aussi un truc avec la pochette d'allumettes sur le deuxième. Et j'allais dire petit aparté là-dessus, sur Biff en mode larbin. Tirons notre chapeau à Francis T. Wilson, qu'on a très peu revu ailleurs. Visiblement, il fait du stand-up et ça. Je trouve qu'il est formidable. Il est incroyable. Tous les rôles qu'il a, il a une gestuelle tellement différente. Donc lui joue Biff. Biff, Griff et toutes ses ancêtres et ses petits-enfants. Et dans chacun de ses rôles, il est extraordinaire. Il fait quand même il amène une énorme partie de l'identité de Retour vers le futur. Et c'est très étrange que ce comédien n'ait pas été plus vu en dehors de ça, quoi.
Oui, je regarde dans un des nombreux, dans un des nombreux making-of, il était assez, il avait d'une gentillesse énorme et il raconte un peu le tournage. Il dit moi je suis pas le genre à vouloir faire des cascades et tout, et je me suis retrouvée à faire du cheval, à me prendre des trucs sur la tête, et je suis pas du genre à dire vas-y Bob, fais-moi faire ça. Il dit non, moi j'étais un peu, mais c'était bien. Enfin, tout excité comme un gamin qui s'est éclaté à faire 3 films. Ça se quoi. C'est d'ailleurs Ça se très sent, important. ça se sent Et je ne sais énorme. pas si vous savez, mais on lui... apparemment, on lui a tellement souvent, les fans lui ont tellement souvent posé tout le temps les mêmes questions, tu vois de quoi je vais parler, qu'il a créé une chanson. Il a créé une chanson pour répondre à toutes ces questions, et apparemment, c'est super drôle à écouter, à regarder. Hein. Je crois que ça se trouve sur YouTube. C'est sur YouTube. Mais sur le plaisir de Biff, de Francis Wilson, c'est aussi un film qui, je pense, doit toujours aussi son efficacité aujourd'hui au plaisir communicatif d'absolument tous les participants. Même Crispin Glover dans le premier, même si on sait qu'il y a eu des problèmes. En gros, il y a un trio. Il y a un trio qui fait que la trilogie fonctionne. C'est Michael J. Fox, Lea Thompson. Non, je pensais au niveau des revisites de personnages. Oui, bien sûr, parce qu'en fait, Christopher Lloyd, il est toujours dans le même personnage. Il est toujours le même. Oui. Même dans ses versions passées, présentes, il est toujours le doc. Oui, parce que c'est toujours lui. Oui. D'ailleurs, ce qui est drôle, c'est même lorsqu'il se fait un lifting, il est toujours le doc. Il n'y a rien qui change. Et non, effectivement, il y a ce trio où tu sens le plaisir qui est le plaisir communicatif en fait de cette expérience. Avec Biff, il y a rien à faire. Avec Francis Wilson, il y a rien à faire. Effectivement, je trouve que il a une présence vraiment scénique qui est à part. Mais pour revenir à Crispin Glover, en effet, il impose tout de suite un truc qui est tellement singulier, Crispin Glover, que ça aurait pu être casse-gueule à travers la maladresse monumentale de George McFly. Et effectivement, ce qui est bizarre, c'est que ils s'en sont assez bien tirés, je trouve, pour les 2 et 3 à devoir faire sans lui, puisqu'il y a eu des problèmes de procès, etc. par la suite. En gros, c'était vraiment plus possible de continuer à travailler ensemble d'un côté comme de l'autre, pour différentes raisons. Mais effectivement, ils s'en sont tirés avec pas mal de petits effets. Bah oui, une des raisons pour lesquelles on le voit à l'envers dans le 2. Exactement, parce que joué par un autre avec des prothèses. Après, effectivement, là où ils s'en sont très bien tirés, c'est la mort de George McFly en épisode 2, spoil, dans cette dystopie, qui fonctionne très bien, qui est vraiment violente pour nous, spectateurs, pour Marty, etc. On se la prend en pleine gueule. Et là, tout à coup, il y a un super enjeu narratif aussi, autant que dans le premier. Hein. Dans le premier, il veut se sauver lui-même. Dans le 2, il cherche à sauver son père. Sauver sa famille, sauver son père, effectivement. Et je voudrais revenir justement sur les genres. En les revoyant tous les trois, là, queue à queue, cette semaine, je vois que tu veux le dire. Non, c'est Gilles qui arrive avant moi. Je trouve en fait que ce qui est assez brillant dans cette trilogie, et c'est un plaisir que je n'avais pas ressenti exactement tel quel les fois précédentes, c'est qu'en fait, alors que tout est basé sur vraiment la notion de répétition et de variation sur un même thème tout du long, ces 3 films dont l'écriture centrale est pourtant basée sur des genres différents. Le premier, même si la musique de Silvestri amène vers l'aventure, même s'il y a l'encadrement de science-fiction, c'est vraiment un ressort narratif de comédie pure. Un personnage qui se retrouve dans une situation de comédie, c'est-à-dire ma mère est tombée amoureuse de moi et je dois trouver un moyen de me sortir de cette situation. Je trouve même que la façon dont peut être découpée certaines scènes de façon scénique avec les acteurs, parfois ça me fait penser à une sitcom. C'est le moment où il sort du cadre, où il fait 2,21 gigawatts, il fait c'est quoi un gigawatt en le suivant. J'ai vraiment l'impression de voir un sitcom quand je vois. Et ça vient sans doute aussi. C'est vrai que d'ailleurs le jeu de Michael J. Fox c'est celui qui est le plus sitcom, mais à nouveau ça marche. Là c'est le génie de Zemeckis, c'est d'arriver à mêler tous ces éléments disparates. Un jeu de Crispin Glover complètement over the top, Doc aussi. Rien ne devrait fonctionner de la façon dont joue Christopher Lloyd et tout fonctionne. Enfin, c'est assez épatant. Le convecteur temporel. Et donc, il mêle tout ça, il le fait fonctionner. Tu as ce script, effectivement, qui est un pur script de comédie. En fait, c'est-à-dire que si tu pitches, le pitch de Retour vers le futur est un vrai pitch de comédie. Quand tu l'imagines, même s'il y a du voyage, même s'ils sont très forts pour jouer l'émerveillement. D'ailleurs, à propos de l'émerveillement, ce qui est incroyable, c'est l'arrivée. On le ferait plus comme ça aujourd'hui. On prendrait moins de temps, parce qu'on est tellement habitué au voyage dans le temps, etc. Mais l'arrivée la sidération de Marty McFly quand il arrive dans les années 50 dure longtemps et elle fonctionne à mort. Quand il arrive seulement sur la grande place de Hill Valley, complètement sidéré, presque hagard, presque titubant, jusqu'à ce moment extraordinaire où il voit son père dans le café, cette sidération, ça fait déjà presque 5 à 10 minutes qu'elle dure, en fait. Mais bon, bref, donc on a vraiment ce genre de comédie qui structure, en fait, la narration du premier. Avec, par contre, un climax qui tient plus de l'aventure. Et le second, dans le 2, alors, oui. Et le second, on est vraiment...
c'est celui probablement qui embrasse le plus la science-fiction, pas uniquement parce qu'il y a des voitures volantes, mais on est vraiment dans une vraie dystopie en fait. Et du coup, par la dystopie, du fait de ne plus présenter quelque chose qui a existé comme les années 50, mais de se figurer les années 2015, en fait, c'est le premier où le ressort est vraiment un ressort de satire. C'est-à-dire que d'un coup, ils font vraiment les satires des années Reagan, par contre. Sans doute qu'ils ont voulu dire quelque chose par rapport à la critique potentielle de la fin du premier, mais tout le passage Biff Tannen, d'ailleurs, où l'inspiration de Trump est évidente dans leur écriture, ils l'ont dit eux-mêmes. Mais vraiment, on est dans une critique de toute l'horreur des années 80. Alors, ça serait peut-être... Parce que là, on est en train de switcher sur le 2. Ça serait peut-être intéressant de le résumer parce que, en fait, là, pour ceux qui... Alors, je sais pas combien ils sont qui nous écoutent, qui n'ont pas vu Retour vers le futur 2. Peut-être qu'il y en a. Vous êtes tombé de podcast, alors. Je sais pas, mais ce serait peut-être... Qui voulait le résumer, peut-être? C'est Gigi, mais non. C'est moi qui m'y colle, j'imagine, ouais. Courage. Mais ça me fait plaisir. Ah oui, non, alors courage. Oui, te resserre à boire, tiens. Écoute, bah voilà, bon, bref. Merci. Non, mais il faut que je me remette dans les idées en place. Alors voilà, donc, on repart exactement à la fin de l'épisode précédent. Et ce qui est... On en parlera peut-être après. On en parlera après. Ok, vous savez tous de quoi je parle. Voilà. Donc, on revient exactement à la fin de l'épisode précédent. C'est-à-dire, alors qu'il découvre sa belle 4x4 dans son garage et que voilà, il va emmener sa copine au camping, Marty découvre que Doc débarque avec une voiture volante qui est en fait qui vient du futur et qui lui dit: j'ai absolument besoin de toi pour partir sauver ta famille, en gros. Et donc il embarque Marty et sa copine, comment elle s'appelle, Jennifer dans la voiture et ils partent vers le futur. Et donc arrivé dans le futur, on comprend que le plan de Doc, c'est que en fait on empêche le fils de Marty et de Jennifer de faire une grosse connerie, c'est-à-dire de faire un casse avec la bande à Biff. À Griff. À Griff. Oui, ah oui, voilà. Griff qui est sans doute le petit-fils Ouais. de Biff. Et donc, le plan, c'est juste de remplacer le fils McFly par son père et de refuser la proposition du groupe de Griff. Et puis après, ils repartiront tranquillement en 1985. Évidemment, ça ne se passe pas comme prévu. Évidemment. Bien sûr. Vous pouvez m'aider à qu'est-ce qui se passe? Alors là, ce qui se passe, c'est que Marty, comme un con, c'est là, c'est faille de nouveau aussi. C'est là. Il est attiré par l'appât du gain. L'orgueil. l'appât du gain, par un élément fondamental, un almanach des sports. C'était ça. Un almanach des sports dans lequel tous les résultats sportifs. Il y a ce problème d'orgueil aussi qu'on lui dit. On lui dit. Oui, mais est-ce qu'il intervient à ce moment-là dans le règlement du problème? Non. En dehors Non, du fait c'est- d'un affrontement. C'est après, je Et pensais donc- que c'était avant. Ouais. Bah, en gros, ils résolvent quand même le problème hein, et ils sont prêts à repartir. Et en repartant, évidemment, il prend un almanach, le fameux almanach qui reprend tous les résultats sportifs de 1950 aux années à 2000. Et en se disant, je vais me faire un peu d'argent, quand je serai en 1985, j'aurai tous les résultats sportifs. Évidemment, Doc le comprend. En fait, le truc, c'est que leur séjour est prolongé parce que Jennifer a disparu. Oui, alors Jennifer est ramassée par les flics dans la rue. C'est ça. exactement. Jennifer qui avait été laissée dans une petite ruelle en attendant qu'ils fassent leur plan, s'est fait emmener par la police chez elle, hein, donc dans la maison de la nouvelle famille McFly des années 2015. Petit aparté, hyper intéressant. Pour quelle raison? À cause de son ADN qui donne l'ADN de Dans la la- Jennifer. L'empreinte parfait. digitale. Oui, pardon, c'est ouais. ça. Et on a il y a quand même malgré tout dans cette satire et dans ce futur un peu bizarre des éléments totalement Ouais, dystopique. oui, Ouais, mais ouais. totalement, Et mais ils sont disons- spot on. Ils sont vraiment Ouais. déjà sur la Et réalité. les policières disent il est bien réussi son lifting. Ouais. Parce qu'ils pensent que c'est elle, mais qui a 30 ans de plus. Quoi. Exactement. Ouais. Pardon. Et donc, pendant que Jennifer se réveille au milieu de cette famille, enfin, elle se cache évidemment, mais elle voit la famille qu'elle est devenue avec Marty. Une famille évidemment où Marty a l'air d'un type quand même un petit peu raté, Un minable encore. une un minable, fois. et qui se fait virer par You're son fired. patron qui est joué par Flea.
Le bassiste des Red Hot. Le bassiste des Red Hot Chili Peppers, Flea. Et qui s'appelle Needles dans la... Needle. Ouais, c'est ça, Needle. Et donc, alors qu'il retourne chercher Jennifer à la sortir de cette situation, le vieux Biff de 2015 prend la voiture de la DeLorean et repart dans le passé donner l'almanach qu'il a volé à Marty pour le donner à Biff des années 55. Donc à lui plus jeune. À lui-même. Histoire de changer sa vie. Voilà. Et donc, quand évidemment Doc et Marty repartent avec Jennifer en 1985, ils se retrouvent dans un 1985 complètement différent. Une autre timeline, en fait, a été créée par l'almanach. Tout à fait. Ouais. Et là, on a vraiment un des premiers... par le succès de Biff. Voilà. Et on découvre... On a un vrai paradoxe temporel illustré dans le film. Ouais. Et donc, on découvre Hill Valley avec un Biff qui est multimillionnaire. Et qui là, c'est la raison pour laquelle je t'interrompais, ressemble fort à Trump. Quoi. Tout à fait. Voilà, une sorte de Trump horrible qui a transformé cette ville en une sorte de casino géant. Paradis pour bikers. Paradis des bikers, complètement. C'est vrai, j'avais oublié cet élément, mais oui. Et avec des quartiers horribles, pleins de violence. Oui, et en fait, une espèce de vision de l'enfer de que pourraient être les USA, qui est aussi, en fait... qui est pas si, dans la dystopie est assez crédible malgré tout, même si elle est outrée, etc. Outrancière, ouais. Outrancière. Fait, oui, mais par exemple, la scène avec Strickland, chez lui qui défend son Porsche avec ses jeunes qui viennent tirer sur sa baraque, etc. Il y a quelque chose d'assez glaçant parce que tu te dis, on n'est pas si loin de ce que pourrait être la réalité américaine si la guerre civile... en tout cas, si on laissait aller à volo la situation américaine. Quoi. Exactement. Ouais. Et donc voilà, il se retrouve à devoir essayer de régler cette affaire. Et pour ça, il va essayer de retrouver Doc et repartir au moment où l'almanach a été donné dans les mains de Biff. Et il se trouve que c'est la date exacte du bal. Voilà. Tout ce qui s'est passé dans le premier film. Quoi. Voilà, donc ce qui est génial dans ce film-là, c'est que le film va explorer le premier épisode. Presque. Oui, voilà. On va voir les coulisses, on va voir les coulisses du premier épisode avec un nouveau point de vue. Ouais. Et donc ils ont dû recréer entièrement les scènes du premier épisode pour les refaire d'un nouveau point de vue de ce Marty qui connaît un peu toute l'histoire et nous aussi qui connaissons toute l'histoire. Avec l'almanach en guise de MacGuffin jusqu'au bout, après lequel tout le monde court. Oui, et d'où la difficulté aussi de ne pas montrer Crispin Glover. C'est très très compliqué là, au concept. Mais dis-moi Antoine, c'est quoi un MacGuffin? Voilà. C'est un objet prétexte après lequel tout le monde court. Je ne sais plus si c'est Hitchcock qui a popularisé le terme. Je pense que oui, je ne pense pas que ce soit lui qui l'a inventé, mais c'est lui qui l'a popularisé. Je ne sais plus d'où vient le terme, par contre, là j'ai honte. Mais voilà, c'est un objet qui est au cœur de l'intrigue, mais au final, il est surtout prétexte à ce que les personnages agissent. Et des péripéties, des aventures. Etc. Le diamant vert, donc à la poursuite du diamant vert. Exactement. Mais oui, et le 2 est assez intéressant parce que c'est le premier qui explore le potentiel du voyage dans le temps comme... à partir de l'idée de paradoxe, à partir de l'idée de si on chipote avec le temps, il va y avoir des conséquences. Et c'est assez bien expliqué dans cette scène où Doc lui dit on ne peut pas repartir dans le futur pour régler la situation. On ne peut pas empêcher le vieux Biff Tannen de donner l'almanach, de prendre l'almanach dans le futur quand il l'a pris, parce qu'en fait le futur sera le futur du 1985 alternatif dans lequel on se trouve déjà. Donc on est foutu. Biff est déjà un multimillionnaire, etc. Donc on est obligé de repartir vers le point de tangente du passé. Et, il fait un joli dessin au tableau. Il fait deux lignes. Et ça me permet d'aborder un aspect qu'on n'a pas encore abordé à propos de la narration sur le voyage dans le temps. Parce qu'en fait, il y a vraiment deux écoles possibles. Et ce qui est marrant, c'est que je viens de participer à un workshop autour d'écriture de séries il y a un mois et demi. Et un des projets dans ce workshop était un projet avec du voyage dans le temps. Et à un moment donné, je me rendais compte que certaines personnes plus jeunes, entre autres, autour de la table, ne pigeaient pas très bien. Enfin, il y avait vraiment beaucoup d'incompréhension sur le fait d'en parler collectivement, du voyage dans le temps. Et à un moment donné, je me suis retroussé les manches, je suis allé au tableau et j'ai fait un peu mon doc dans Retour vers le futur 2. Génial. Et j'ai commencé à dessiner les timelines pour expliquer ce qui se passait avec les personnages, etc. Et en fait, il y a vraiment deux écoles. Il y a l'école de tout est écrit.
qui n'est pas celle de Retour vers le futur, qui en gros est, si quelqu'un du futur vient dans le passé, en fait, dans le passé, il est déjà arrivé. Et quelque part, on ne modifie rien, on ne fait que reproduire le grand destin universel, le grand destin divin, j'en sais rien, etc. C'est une école qui peut marcher, c'est l'école la plus simple d'écriture parce que tu sais que quoi que ce soit, tu retombes sur tes pattes. L'école de Retour vers le futur, qui en fait... C'est plus bordélique. Plus bordélique, qui est, comme j'avais dit, considéré par Carl Sagan comme l'épisode 2 comme une vraie exploration de ce qu'est le voyage dans le temps, de ses paradoxes, etc. Là, tu vas chipoter un des moments dans le temps, tu vas créer des problèmes, des alternatives, etc. Et d'ailleurs, pour moi, il y a un gag du premier qui, quelque part, est bizarre parce que c'est comme si ce gag prenait en compte la première version dont je viens de parler, c'est-à-dire une version où tout était déjà écrit. Et du coup, il ne fonctionne pas vraiment en tant que gag. En plus, c'est un gag un peu, entre guillemets, problématique. Je sais de quel tu vas parler. C'est Marty qui invente le rock'n'roll. C'est Marvin Berry qui appelle son cousin Chuck Berry pour lui dire « Écoute ce nouveau son que tu cherchais ». En fait, Chuck Berry a déjà inventé le rock'n'roll, puisque dans la première version de l'histoire, Marty n'est pas encore allé dans le passé. Donc, quelque part, ce gag, qu'est-ce qu'il veut nous dire exactement ? Il a un peu le cul entre deux chaises, ce gag. Et en plus, il y a ce côté un peu les Blancs qui ont déjà piqué le rock'n'roll au noir, en plus viennent l'inventer. C'est le paradoxe de l'écrivain que ça s'appelle. C'est le paradoxe de l'écrivain. Ok, très bien, explique. C'est sur ça que tu voulais rebondir ? Non, vas-y. En fait, le paradoxe de l'écrivain, c'est le fait que si, imagine, tu écris un bouquin ici en 2023, et c'est un méga succès, tu te dis, putain, si je l'avais écrit il y a 10 ans, j'aurais quand même eu plus de thunes. Et donc, tu vas retourner en 2013, te donner le bouquin que en fait tu écris pour que tu l'écrives en 2013, mais en fait c'est pas possible. Donc le monde va s'autodétruire s'il se passe ça, c'est pas possible. C'est ça qui se passe avec l'invention du rock et c'est ça qui se passe aussi avec le maire. Je vais devenir, il va devenir maire. Oui, tout à fait. C'est exactement la même chose. En fait, ça n'est pas possible. Elle commence par balayer le sol. D'ailleurs, c'est marrant, dans les deux cas, c'est les Blancs qui apprennent un peu au noir. Effectivement. Alors, oui, t'as raison. C'est les deux fois. Et vas-y, je t'en prie, Jean-Marie. Moi, je trouve que c'est une tempête dans un verre d'eau. Oui. Mais cette histoire. On dit pas que c'est un problème fondamental. Ce qui est marrant, c'est que dans les deux occurrences, effectivement, c'est le cas. Mais dans Retour vers le futur, il y a aussi ces deux problèmes de paradoxe. T'as le paradoxe d'écrivain et t'as le paradoxe du grand-père aussi, qui dit que si Marty va... c'est une terminaison en écriture que vous connaissez sûrement mieux que moi. Mais en fait, si tu retournes dans 30 ans avant, tuer ton grand-père... tu ne peux pas aller le tuer vu que tu n'existes pas parce que tu n'as pas de grand-père. Mais c'est le paradoxe. Oui, bonne question. Parce qu'en fait, quand Marty retourne dans le passé... Non. Quand Marty retourne dans le passé... Retourne dans le passé, ça se dit, ouais. Oui. Va dans le passé, retourne dans le passé. Qu'il fait que ses parents ne se rencontrent pas, il va disparaître petit à petit. Oui. En toute logique, il devrait disparaître tout de suite. Il ne devrait pas avoir un quart d'heure pour régler sa vie, quoi. Il devrait disparaître instantanément. Alors, d'un point de vue de scénariste, non. Exactement, voilà. Mais dans le cinéma, ça fonctionne. Mais de base, n'est pas logique. En fait, je trouve qu'il y a quelque chose dans l'énergie du film qui fait qu'on ne se pose jamais ces questions. Exactement, c'est ça. Parce qu'il le prend en considération. Oui, et parce que je pense qu'il est aussi bourré d'incohérences. Par exemple, il y a toujours une énorme incohérence du 2 qui... quand je prends le temps d'y réfléchir, me frappe, mais jamais quand je regarde le film, c'est que quand il vient le chercher pour retourner au début du 2, pour aller dans le futur, logiquement, là, il disparaît de ce présent-là. Oui. Et donc, le futur imaginé, c'est un futur où Marty McFly a sauté dans le temps. Donc, logiquement, il ne devrait pas se voir plus vieux dans cette timeline, tu vois ? Et à chaque fois... Mais en fait, on s'en fout quand on regarde le film. Exactement, quand on regarde le film. Il y a toujours l'idée, en plus, initiée par Doc, rappelée par Doc, qu'on va revenir au même point. Exactement. Ouais. Donc, mais c'est grâce à ça. C'est grâce au fait qu'en plus, quand Doc t'explique le continuum espace-temps avec l'effet papillon et les vaguelettes et les X versions, je pense qu'il y a 3 versions de 85 et 3 versions de 2015, dont une qu'on ne voit pas. En fait, il t'explique que... De toute façon, il t'explique en gros dans le 2 que de toute façon, ce sera le bordel. Ouais. Et que de toute façon, il y a des trucs que tu vas pas comprendre. Et en fait, ça fonctionne. Vas-y. Celui qui explique le mieux ça reste le docteur, dans Doctor Who, dans Blink. L'épisode mythique de Moffat où David Tennant à un moment dit que le temps est timey, wimey, wobbly, une espèce de gros bordel où il y a des points fixes et puis le reste c'est le bordel. C'est une astuce de scénariste. En gros, et de toute façon, comme ça reste théorique le voyage dans le temps, vraiment, effectivement, comme tu dis, si on te retire d'un moment pour aller à un autre moment, si tu n'existes plus à ce moment-là, de toute façon c'est le foutoir. Donc en effet, je trouve qu'ils s'en sortent assez bien. En fait, moi, le seul problème presque narratif que j'ai avec le 2 n'est pas du tout une question temporelle. J'ai toujours eu un souci avec la raison, et je me demande si eux-mêmes ne se sont pas tirés une balle dans le pied. On connaît ça, se tirer des balles dans le pied avec les fans d'un épisode d'une saison 1, par exemple, et devoir après ramer derrière pour rattacher les wagons.
à la fin du 1, donc Doc vient le chercher en disant c'est le bordel avec tes enfants et ça, faut que tu viennes. Je n'imagine pas Doc vouloir régler ça. En urgence. Et même en urgence. Et même en urgence. Mais même Doc ne s'occuperait pas de ça. Il dit il faut pas toucher à tout ça, etc. Et là, tout d'un coup, il vient chercher Marty pour dire tes enfants font des conneries, il faut régler ça. Ouais, t'as raison. J'ai toujours eu un petit problème avec ça. Après, ça m'empêche pas d'adorer les films et de prendre mon pied. Mais effectivement, j'ai toujours un petit truc de me dire, à mon avis, quand ils ont dû commencer à faire le 2, ils ont dû se dire bon, et du coup, il a cette explication dans le 2, c'est toute ta famille va en souffrir, ça va être en gros, il dit c'est un jeu de domino, je sais plus quoi. Et je pense que ça fonctionne parce que là, un peu comme dans le premier film, il dégraine les éléments. Ça vient pas, c'est pas trop lourd en termes d'exposition, ça vient petit à petit, et surtout à nouveau, il y a une énergie complètement folle lorsqu'il arrive en 2015 parce que tu découvres des trucs, tu découvres les chaussures autolassantes, le manteau qui se met à ta taille. Alors, j'ai une question pour vous, tiens, qu'est-ce qui vous a dans finalement les éléments sur lesquels ils avaient raison par rapport à 2015, qu'est-ce qui vous a le plus excité ou le plus marqué en le revoyant? Jaws 19. Ouais, c'est vrai. Non mais des trucs où je me suis dit oh putain ils avaient tellement bien vu quoi. Les télés pour passer commande dans les bars. Effectivement, tout à fait. Les télés pour passer commande dans les bars. C'est vrai. Quelque part, moi la recette donnée par Michael Jackson, je me suis dit on n'est pas loin de tout ça quand même avec avec le côté deepfake oui mais aussi le côté tout d'un coup tu vas voir des stars qui vont le côté déjà la cuisine qui revient au devant de la vidéo et puis des stars qui pourraient t'apprendre à faire la cuisine, ça me semble. Mais surtout moi ce qui m'a le plus bluffé c'est voir un vieux Mac en fenêtre d'un antiquaire. Ouais. Oui. Et je me dis oh, putain mais c'est tellement, mais je veux dire tu le vois aujourd'hui, tu vois des vieux Mac dans la fenêtre des antiquaires. Il y a aussi une peluche de Roger Rabbit à côté de l'almanach. Tout à fait. Je me permets ici de revenir un tout petit peu à la jeunesse justement du 2 et du 3 parce que tu as dit plusieurs fois le mot paradoxe, ça me lance quand même sur mon sujet, et aussi sur le fait qu'effectivement à la fin du 1, Doc vient raconter ça et tout ça, puis ils partent à l'aventure. Il faut savoir que, si nos auditeurs ne le savent pas, au départ c'était pas du tout prévu donc d'être une trilogie comme tu l'as voulu me l'amener pendant ton pitch. Au départ cette fin est vraiment une fin ouverte, genre ce sont nos héros qui partent à l'aventure au soleil couchant, quoi. Et ils ont dit après coup que s'ils avaient su qu'ils allaient faire une suite, ils n'auraient pas tapé Jennifer dans la voiture, ils n'auraient pas fait ça. Et effectivement, ils n'auraient peut-être pas fait Doc, il faut qu'on aille d'où la raison que c'est peut-être un des seuls moments où il y a une certaine lourdeur sur le fait d'expliquer pourquoi Jennifer est là, où j'arrête pas de me dire mais pourquoi t'es parti en urgence comme ça et que tu t'es montré que Jennifer est dans la voiture. Prévu, Parce qu'en fait, au départ, donc, c'était prévu d'être un seul film. Et puis, avec le succès énorme du premier film, les producteurs ainsi que les fans, avec des lettres et des lettres et des lettres, ont fait un petit peu pression sur Zemeckis et Gale à dire il nous faut une suite. Donc Universal Pictures et le président qui s'appelait Sidney Sheinberg disent à Zemeckis et Gale il faut une suite. Et au départ, ils ne sont pas du tout intéressés, ils disent non, on n'a pas envie de faire ça. Et là, le producteur dit mais vous ne tracassez pas, nous on peut le faire sans vous, il n'y a pas de problème. Donc il dit nous on a absolument envie de le faire, mais il disait que la seule suite qui avait fonctionné c'était le Parrain 2. Sinon que les suites c'est toujours de la merde, à part le Parrain 2, c'est pas faux. Même si, bref, on va pas Indiana Jones 2 n'avait pas encore été fait. Si, hein. Ah bah si. Oui, mais ça n'a pas forcément Oui, surtout que produit par Spielberg et tout, lui, c'est pas forcément quelqu'un qui n'aime pas. Moi, j'aime bien le 2, parce que les enfants meurent, mais sinon, voilà, vous le savez. Donc, Zemeckis et Gale disent « Ok, on le fait seulement si Michael J. Fox et Christopher Lloyd reviennent. » Bien sûr. Et Michael J. Fox et Christopher Lloyd disent « Nous, on le fait, mais seulement si c'est Zemeckis, si c'est Bob et Bob qui travaillent sur le projet. » The Bobs. Donc là, il commence à écrire le scénario, sauf que Zemeckis, il est sur Roger Rabbit, ce qui emmerde beaucoup le producteur de chez Universal, qui voudrait qu'il ne bosse que sur son projet pour se faire de la thune. Donc Gale commence à imaginer le scénario. Au départ, ça devait se passer en 67. Donc les années 60, Flower Power, tout ça. Il dit ça les parents devaient être des hippies. Voilà. Ça aurait été très joli. Ils disent on a fait les années 50, on va faire les années 60. Il fait un scénario de 3 heures qui s'appelle justement Paradoxe. Et au départ, ce film s'appelle Paradoxe, c'est un film de 3 heures. Et ils annoncent aux producteurs, voilà, Paradoxe, 3 heures, et ça va coûter un budget de $60 millions. Ils disent, mais vous êtes fous, jamais de la vie, on fera un film de $60 millions de 3 heures, ça ne marchera pas. C'était une sacrée somme à l'époque. Ça me fait doucement rigoler maintenant. Exactement. Ce qui est rigolo, c'est qu'au final, ils en ont fait... tout à fait.
Ce qui est drôle, c'est qu'au final, ils ont fait 2 films de 35 millions de dollars chacun. Donc voilà. Ouais. Mais alors, quand tu regardes par exemple, les tests overboard, ce que je disais à Vincent tout à l'heure, petite anecdote, que Zemeckis, dans une des interviews, il dit oui, le overboard existait, on l'a demandé à Mattel pour l'utiliser. Et donc, tu as plein de gens qui commencent à chercher, mais quoi, ça existait déjà. Mais en fait, c'est juste une vanne qu'il a fait pendant une interview, mais qui a été gardée. Et donc, sur toutes les images d'archives, etc., tu vois, sur le clap, il écrit Paradox. Il n'a pas du tout écrit Back to the Future 2 ou 3, il écrit Paradox. Ouais, ils étaient toujours... Ouais. En fait, ils ont laissé le nom Paradox pendant tout un moment, parce que en fait, le tournage a commencé, que le scénario n'était pas fini. Et donc, ils se sont dit, OK, on y va, et... ils sont allés voir les producteurs en disant la mauvaise nouvelle, c'est que nous ne pourrons pas sortir Retour vers le futur 2 en salle à l'été 89. La bonne, c'est qu'on aura un Retour vers le futur 2 au cinéma pour Thanksgiving et un Retour vers le futur 3 pour l'été 1990. Ça fait 6 mois d'intervalle, ils voulaient quelque chose de genre, ou 9 mois d'intervalle. Le président Universal a dit c'est soit l'idée la plus géniale que j'ai jamais entendue, soit la plus folle. Et ils ont décidé de les suivre et de faire donc 2 films. Ouais. Le problème, c'est qu'ils ont commencé à tourner Retour vers le futur 3, qu'ils étaient toujours en post-prod de Retour vers le futur 2. Et Zemeckis et Gale trouvent d'ailleurs que ça a un peu blessé le 2. Ils trouvent que c'est pas assez fini à leur goût parce qu'ils étaient déjà sur le 3 et qu'ils se retrouvaient en journée à faire le tournage d'un et à reprendre l'avion pour monter l'autre pendant la nuit. Est-ce qu'il y a la raison pour laquelle, comme on l'évoquait plus tôt, on voit des images du 3, des vraies images du 3 à la fin du 2 ? Ouais. Histoire d'appâter le public, qui apparemment à l'époque a été assez déçu, s'est senti assez floué en fait, parce que Universal n'a pas assez bien publicisé le fait qu'il y avait un 3 qui allait sortir 6 mois plus tard ou 9 mois plus tard, je sais plus. Et donc du coup il y a eu un peu le public s'est fait quoi encore, on nous prend encore un peu pour des pigeons, mais finalement le film a quand même eu le succès plus ou moins attendu. Je ne sais plus pour quelle raison, je sais plus à quel moment ils ont arrêté la ligne années 60, mais en tout cas ça semblait pas logique que les parents soient hippies par rapport à leur âge, à l'âge qu'ils auraient eu à ce moment-là. En tout cas ils ne pouvaient plus être ils voulaient qu'ils soient à l'université, etc. C'était plus possible. Et je ne sais plus, je voulais dire sur un autre truc à partir de ça, mais toujours est-il que il me semble que tout doucement le côté western du 3 devrait tout doucement nous intéresser. Nous intéresser pas mal. Ouais. Donc oui, alors ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'à la fin du 2, la tempête qu'on connaît bien dans Hill Valley, le soir où pour la première fois Marty retourne vers le futur parce que ça commence à devenir compliqué tout ça. En fait, la voiture volante de Doc à ce moment-là se fait heurter par la foudre et comme il y avait des petits courts-circuits dans sa machine temporelle, il se retrouve propulsé en 1885. Où il avait justement tellement envie d'aller, ce cher. Où il avait justement tellement envie d'aller et c'est là. Et Michael J. Fox avait aussi très très envie d'être un cow-boy. Il l'avait dit. Il l'avait dit. Et je pense qu'il aurait eu envie d'être mieux habillé, mais il avait pas envie. Il est merveilleux ce costume. Et alors le truc rigolo, c'est que c'est là qu'il y a un postier de la Western Union qui avait un courrier dans les cartons depuis 80 années, qui vient et qui dit ah oui mais en fait j'ai un courrier pour vous, on se demandait si vous existiez, voilà. C'est là que tu vois tout de nouveau tout le génie des scénaristes, c'est que cette scène est un passage obligé, c'est une scène nécessaire pour comprendre ce qui va se passer, et en 2 secondes il te crée un personnage avec une petite backstory ça fait des années qu'on veut savoir qui vous êtes, etc. Enfin, il n'oublie jamais, il laisse jamais aucun personnage sur le carreau, tous les personnages ont un petit quelque chose à défendre, et cette scène a un côté mystérieux, il y a vraiment c'est ma préférée du 2. Allez, génial, c'est ma scène préférée du 2. Ah ouais, sous la pluie. Alors moi, il y a un truc qui m'insupporte dans cette scène. Il déballe la lettre. Il déballe cette lettre de 1885 sous une pluie battante. Moi aussi, ça me rend malade. Et ça me fait mal au ventre, ça me fait mal au cœur. C'est vrai. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Et ce qui est génial, c'est que si tu dans l'épisode 3, oui, on le voit faire sécher. Les feuilles sont en train de sécher sur le bord du feu chez Doc. Et je sais pas pourquoi il y a une image qui m'a toujours marqué depuis tout petit dans cette scène, au moment où Doc a disparu. C'est cette banderole qui descend du ciel en tournant. Je sais pas pourquoi, elle a une espèce de puissance, cette image. T'as l'impression qu'il est mort. Ouais, il y a un truc tellement fort, et c'est même pas un effet spécial, c'est juste. Mais la façon dont cette banderole tourne en tombant laisse une impression vraiment. Et ça, c'est le génie de la mise en scène de Zemeckis. C'est comme l'arrivée de ce gars qui arrive dans le noir avec cette voiture. Il sort, tu te dis, c'est un gars de la CIA, c'est quoi ce truc? Et il lui tend une mallette. Enfin, toute la scène reprend les codes du film noir. Ouais. Et voilà, en fait, dans chaque scène, il réussit à appâter le spectateur avec des trucs où tu te dis, mais où ça va, c'est quoi? Ce qui est génial dans ce côté Scott film noir, c'est que Marty passe toute la fin de ce film dans une espèce de déguisement d'espion minable, pour finalement en fait avoir un personnage qui est à peu près l'équivalent de ça, mais version officielle, on va dire, qui vient le trouver, quoi. D'ailleurs, Marty et son déguisement
dans les nombreux clins d'œil que c'est un gag que j'adore, moi. Lequel ? Quand il dit tu peux t'habiller de façon à ce qu'on te voit pas, que tu sois inaperçu, et puis tu le vois avec cette tenue, c'est génial. Et tu le vois déballer son talkie-walkie, c'est trop drôle. Et dans les nombreux clins d'œil que toute cette bande, les Lucas, les Spielberg, les Zemeckis se font, pour moi, il y a un clin d'œil évident à un moment donné avec un événement qui se passe quand il est à la féerie dansante des sirènes sardines, et qu'il se planque sous la table où il y a le punch. Il y a un clin d'œil évident à Indiana Jones pour moi à ce moment-là, c'est qu'il oublie son chapeau. Et il le récupère. Il vient le récupérer vraiment au dernier exactement. moment. Tout à fait. Il me semble que c'est assez. Oui, assez j'y ai pensé. évident, J'y ai pensé aussi, tout à fait. Qui nous résume le 3 ? Il sera un peu plus facile. Hein. Non, c'est vous. Allez, vas-y, Okay. Antoine. Bon, alors, il apprend à la toute fin du 2 que Doc a donc disparu, frappé par la foudre, et s'est retrouvé donc dans le passé, western, en dans le 1885. Far West. Il vit une vie paisible. Il vit une vie paisible, etc. Et surtout, il dit, ne viens pas me chercher. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? C'est qu'il va apprendre en allant retrouver Doc des années 50, parce que Marty est coincé. Ouais, la machine ayant disparu, À Marty nouveau. est coincé à nouveau dans les années 50. Donc le film, le second, ne s'arrête pas encore là. À nouveau, il remile tout ce qu'on a vu dans le premier. On a à nouveau la scène de départ du Marty. Et à peine Marty est parti, le Marty du premier film, à peine vient-il de repartir en 1985 grâce à la foudre qui a frappé le clocher, que Doc, le Doc des années 50, se réjouit. Et puis Marty redéboule et vient lui dire Doc, je suis revenu. Et Je reviens du futur. Le Doc s'évanouit instantanément. Il s'évanouit tellement bien. J'adore Ça cette va fin. être- J'adore cette fin. Et donc le début du 3 recommence en reprenant exactement la même scène. Pour après nous montrer que du coup il se pose des questions sur où Doc a disparu. Ils vont commencer à faire des recherches. Ils vont en fait, le doc de 1885 a mis la machine dans une grotte Voilà, et il a donné un plan. en espérant qu'elle arrive en Mhm. 1955 en bon état au fond de cette grotte. Et donc ils ont un plan dans cette lettre qui leur indique où retrouver la machine. Ce qui est Pour que le cas. Marty puisse repartir. Et en y allant, en fait, là, il tombe sur un truc qui lui fait froid dans le dos, c'est qu'il tombe sur la tombe. la tombe de- d'Emmett Brown. C'est d'Emmett ça, Brown. c'est là qu'il tombe sur la tombe. Et il se rend compte qu'en fait, Grâce au chien. qu'en Grâce fait, à une- qu'en fait, à il est mort. Copernic. Il est mort exactement 7 jours après lui avoir envoyé la lettre. Exactement. Donc, c'est une mort violente, forcément. Oui, voilà. Et, Mais est-ce qu'on est d'accord pour qu'il y un a différent quand de même un illogisme. $80. $80. Il y a un illogisme. S'il a planqué la DeLorean dans la grotte pour qu'il aille la retrouver en 55 pour retourner en 1885, logiquement, quand il arrive en 1880... Ah non, c'est après. La voiture... est déjà dans déjà cette pas grotte. parti. Ouais, à chaque fois, je me- Et il faut pas oublier que c'est déjà la voiture customisée du futur. Ça C'est déjà, une elle fonctionne grotte. aux ordures et plus au plutonium, Ouais. donc ce problème-là, il est réglé. C'est ça, ouais. Mais Je suis perdue parfois. j'en parlais avec Gigi tout à l'heure dans le train en venant. Il adore ce surnom, je le sens. Il y a tout le monde appelle Gigi. Un Titi. C'est que cette scène de découverte de la DeLorean dans la cave, à nouveau l'émerveillement fonctionne. Dans cette Plein de mine, oui. Ouais, dans cette Mhm. mine, pardon. Et t'as l'impression cette d'être caverne. dans un Spielberg. Oui. Exactement, Ouais. j'allais dire. Voilà. C'est dans Indiana Jones, T'as dans les vraiment- Dans Goonies. Indiana quoi. Jones ou les Goonies, ouais. Tu la Avec les découvres et Goonies, tu te dis, il était vraiment dans les années 1800, alors que tu le sais, parce que tu as déjà vu 3 films, Oui. tu sais bien que si les gens partent dans un temps, ils vont s'y trouver, mais il y a vraiment ce truc de waouh. Oui, tu la découvres comme si c'était un truc archéologique. Un vieux trésor. Un vieux trésor, et elle est emballée comme ça. C'est vraiment. Ouais, visuellement, c'est hyper fort. touchant, quoi. Moi, Ouais. je vois fort les Goonies dans cette scène-là. Oui, il y a Ouais. vraiment. Mais de toute façon, ce qui est étonnant quand même, c'est la cohérence des productions Amblin. On sent à quel point Spielberg quand même devait Exactement. avoir Un poids. un poids et tellement, il devait avoir une telle aura quand même sur toutes Bien sûr. tous ces réalisateurs. D'ailleurs, ce qui est Maintenant, je pense qu'on est assez sélectif sur l'image qu'on se fait des productions Amblin de l'époque, hein, parce que je pense que Poltergeist est aussi dans les productions Amblin, mais c'est pas forcément un imaginaire que, enfin, tu vois. Non, mais néanmoins, par contre, ce qui m'étonne justement avec Retour vers le futur en le voyant, c'est que c'est une des rares productions Amblin qui n'a pas ce côté dark and gritty. Même les Goonies, il y a quand même un truc assez Ouais. glauque, un peu crapuleux, comme on pourrait dire dans les maquillages, etc. Retour vers le futur, ce qui est assez dingue, c'est qu'ils évitent tout ça. Il n'y a jamais ce côté qui pourrait... Justement, ils ont même plutôt effacé ces côtés-là. Par exemple, C'est bon enfant. Hein. voilà, Ouais. par exemple, il y a des éléments plus dark qu'ils ont supprimés des 2 et 3. Dans le 3, le Strickland des années 1800, shérif Strickland, puisqu'il est shérif à ce moment-là. Donc Strickland C'est étant génial, ça le aussi j'adore. surveillant, cette espèce de mec obsédé par la discipline chaque fois au collège de Hill Valley. Donc il est shérif. Et en fait, il y avait une scène à un moment où Biff Tannen le tue.
dans le 3. Oui. Et cette scène, finalement, ils l'ont supprimée. C'était normalement la raison de l'arrestation de Biff Tannen à la fin. C'était qu'on l'arrêtait pour ça. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est pas Sheriff Strickland qui vient l'arrêter, mais son adjoint. À la fin. Mais donc ils ont plutôt gommé les côtés dark and gritty. Je dis dark and gritty parce que c'est le terme qu'utilisent plutôt les fans anglophones autour de l'univers de Spielberg de l'époque, autour de Seymour Gore dans Indiana Jones, etc. Ouais. Mais c'est vrai que Retour vers le futur a tout le côté Spielbergien, très positif et passe ce côté glauque en fait. Et je trouve que ça réussit plutôt bien à Retour vers le futur, même si j'aime bien ce côté-là dans les productions Spielberg, mais effectivement il y a ce côté où on a envie que les choses, on a envie de montrer surtout malgré la descente aux enfers du 2. Je dirais que finalement le côté le plus glauque de la descente aux enfers du 2, c'est les prothèses mammaires de Sam. Oh là là. Maman, je suis si grosse. Et donc, dans le 3, comme on l'évoquait, on se retrouve dans un vrai... un vrai non, mais un western. Et malgré tout, un vrai western, par exemple, les trois habitués du saloon, qui ne parlent sans arrêt à Marty, sont vraiment des acteurs habitués du western. Ouais, exactement. Il a vraiment été les chercher, ils étaient dans plein de séries western, etc. Il y a un truc vraiment bluffant, c'est que tous les codes du western sont là et sont jamais utilisés contre le genre. Au contraire, ils sont toujours utilisés pour le genre. Ils font un vrai western avec des éléments futuristes, avec des gags, mais en comédie. Mais en comédie western. Notre Cactus Jack, je l'ai fait découvrir Cactus Jack. Et tu as déjà fait un épisode sur Cactus Jack? Ouais. Ah merde, parce qu'on a un fan absolu dans l'équipe. Mais nous, on trouvait personne pour en parler, on a fait un popcorn short. Je n'imagine même pas, Mathieu France aurait tué père et mère pour venir faire un épisode sur On va le refaire. Mais oui, donc vraiment, là tout d'un coup, l'épisode, cet épisode-là... tu dis épisode, c'est drôle, parce que la fin du 2 fonctionne comme un épisode de série. Tu dis épisode, c'est ça. De toute façon, ça fonctionne c'est vraiment génial, comme des épisodes. Génial. Et donc le 3, là où je parlais pour le premier, vraiment, on a des ressorts de comédie qui structurent le tout. Le 2, des ressorts vraiment de science-fiction et de dystopie et de satire qui structurent le tout. Le 3, au-delà de la question western, mais de toute façon, c'est le même genre, mais c'est vraiment les ressorts de l'action. C'est-à-dire que c'est le premier film où la question du sacrifice possible du personnage est vraiment mise en jeu. À un bout d'un moment, c'est vraiment la question de jusqu'où Marty peut aller pour sauver le doc, jusqu'où Marty peut aller pour sauver ce qui est important, etc. Ouais. etc. Et jusqu'où il peut aller par orgueil. Et par orgueil aussi, bien sûr. J'avais dit aussi qu'il y avait beaucoup de ressorts du voyage initiatique aussi. Tout à fait, dans effectivement. Dans cet épisode. Et ce qui est très chouette aussi dans le 3, c'est qu'ils inversent la relation entre Doc et Marty. Oui. Donc ça devient la voix de la raison. Voilà, Marty devient la voix de la raison, celui qui veut que le plan aille jusqu'au bout. Et qui rappelle toujours à Doc que il faut être, il faut repartir en 1985. Alors que Doc, il tombe amoureux, il a une storyline complètement sur l'amour, quelque chose qu'on n'a jamais vu avec Doc. En fait. Et même avec l'acteur, c'est la première fois que Christopher Lloyd embrasse quelqu'un à l'écran. Et pourtant, il est déjà amoureux de Mary Steenburgen dans le film de Jack Nicholson. Mais il l'embrasse pas. Non, il l'embrasse pas. C'est ça. Mais oui, moi j'adore en fait. Je crois qu'enfant, je ne sais plus. Enfant, je pense que j'aimais quand même bien ce film et je ne sais plus s'il y avait quelque chose où je le trouvais trop long ou quoi, peut-être un peu. Mais adulte, c'est de plus en plus souvent un de mes préférés. Je trouve qu'en termes d'action pure, de climax, c'est le meilleur. Enfin, toute la scène finale du train est extraordinaire. Ouais, en termes d'action pure, d'éléments, on comprend toujours. Tous les éléments sont toujours expliqués, mais de façon à rajouter du fun, pas à te faire comprendre. Mais ça marche tellement mieux que dans Indiana Jones. Oui. Mais par exemple, toute cette histoire de bûches de couleurs ou la fumée même qui passe par la cheminée est de couleur, tu sais exactement où t'en es, etc. Enfin, c'est un hold-up ? Non, une expérience scientifique. Et je trouve que l'histoire d'amour, elle est géniale. Elle est extrêmement touchante. Elle est belle. Ouais. Pour une fois, on a un personnage masculin et un personnage féminin qui sont plus ou moins dans la même tranche d'âge. Ah oui, ça c'est important de le souligner, effectivement. J'ai des larmes aux yeux à chaque fois quand il présente sa famille. À la fin. Sauf Verne. On est d'accord. Verne, c'est quoi ce problème? Donc les deux enfants, il y en a un qui s'appelle Jules et le deuxième s'appelle Verne. Alors, quand Verne arrive, il arrive déjà en mode... Ouais. Il est vraiment flippant, faut le dire. Et apparemment, j'ai lu que ce serait fort possible que le petit enfant avait besoin de pisser et qu'il montrait à l'équipe putain, j'ai besoin de pisser. Mais quoi, il fait un geste le doigt pour dire approche. Il fait la main complète pour faire approche. Et puis il montre du doigt son entrejambe. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais vraiment, oui. C'est très flippant. Mais moi, c'est surtout son visage qui me choque encore plus. Je ne peux plus ne plus le voir. Oui, alors que ça n'a rien. Genre vraiment, quand il arrive comme ça.
Et là, je me demande surtout qu'est-ce que tu fais en salle de montage quand tu dis c'est celle-là qu'on doit prendre malheureusement. pas possible. Donc, on invite tout le monde à regarder sur Cette YouTube scène, ouais. Weird Kid in Back to the Future Il 3. ressemble au personnage dans le clip Comme tout est dit de Aphex Twin. Oui, Il a la même tête, quoi. Tout à fait, on dirait un adulte déguisé en enfant. Oh c'est mon flippant. Dieu, il est horrible. Comment est-ce qu'ils ont casté ce Je ne sais pas, ça doit être le gamin d'un mec de l'équipe Il à fait mon avis. vraiment ou un truc peur, du genre, ouais. Il fait super peur. Et, Il fait hyper peur. Ouais. Et donc, Mais ce film a été moins aimé par les fans. ce film a été moins aimé pendant un moment, je pense. Peut-être aussi parce qu'il est un peu plus long. Donc, mais de toute façon, il est plus long aussi parce qu'il vient clôturer pas mal de choses. Je pense aussi qu'ils ont pris tellement leur pied à être dans le Grand Ouest pour tout le monde. Ça se sent à la mise en scène, ça se sent chez les comédiens aussi, etc. Et en fait, je trouve qu'il clôture tellement bien. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il était court, en fait, ce film. Et il fait presque 2 heures, hein, c'est ça. Il est plus long que le 2 et il semble plus court que le 2. En fait. Oui, c'est incroyable. Hein. Mais là où je trouve qu'il y a une absence, mais c'est peut-être c'est ce que tu évoquais en fait, hein, c'est que je trouve que tous ces gags autour des variations, ce comique de répétition qu'on sent très très fort dans le 2, il est aussi un peu présent dans le 3e, mais il disparaît un peu, j'ai l'impression. Il y a des gags en moins. C'est-à-dire là, ils font vraiment attention à l'histoire. En bout d'un moment, l'histoire est l'important. C'est-à-dire que l'histoire d'amour de Doc, il faut la raconter. Et elle est importante pour qu'on soit embarqué dans cette histoire. Et du coup, effectivement, elle prend un peu cette place-là. En même temps, je trouve qu'il consacre des scènes à vraiment prendre plaisir à ça. La scène de la fête, celle où il y a ZZ Top, etc. Ils font plein de références, plein d'allers-rets-retours. Pour moi, il y a un Ils truc... ont mis 2 semaines à la tourner. Elle s'est pété le ligament, même. Ah oui. Ils ont mis 2 semaines à tourner la scène de la danse. Ouais. Et il y a un truc intéressant, je trouve, qu'ils font à un moment, et c'est là la preuve aussi d'un moment de la question qu'on peut se poser en tant que scénariste et réalisateur, qui est de se dire, on a vraiment envie de faire revenir une comédienne, et pourtant il n'y a aucune logique à ce qu'elle revienne. Oui, alors ça, ma compagne, elle a tout de suite tilté dessus quand je les ai revus avec elle. Elle m'a dit, mais pourquoi elle a cette gueule-là ? C'est pas possible, Léa Thompson. Pourquoi est-ce Léa Thompson Pourquoi est-ce Léa Thompson oui. Puisqu'elle est dans la ligne McFly, McFly dans le passé, et en même temps, moi je T'y crois ? Oui, t'y crois, et tu te dis, de toute façon, c'est ça le plus important. C'est qu'on ait ce plaisir-là. C'est pas tellement le fait de la logique. C'est qu'on ait ce gag avec lui qui se réveille. Mais c'est ça. Et elle fait un accent irlandais. Oui. Génial. Ah ouais, assez génial. Par contre, je la trouve, c'est comme tu dis, en fait, je pense qu'ils sont allés la sortir juste pour cette scène, parce qu'après, elle est invisible. Elle est assez peu visible. Il y a juste, Seamus. D'ailleurs, petite anecdote, c'est mon 3e prénom, Seamus. Oh, incroyable. Ce n'est pas à cause du film. Je suis né avant. Mais donc Seamus et elle, effectivement, sont juste... En fait, c'est vraiment les garants moraux de la ligne de McFly, en fait. C'est eux qui viennent lui rappeler sans arrêt. D'ailleurs, il est présent dans son arc final, hein, le moment où il décide de ne pas se faire avoir par l'orgueil. Et, ouais, tout à fait. C'est et il lui donne le flingue, d'ailleurs, qu'il n'a pas utilisé. Le fameux Colt. Tout à fait. Et aussi, quand il prend la plaque du poil, qui est une référence à... Pour une poignée de dollars. Avec Clint Eastwood. Qui est d'ailleurs un film que Biff regarde dans la version alternative de 1985. Exactement. Donc on le voit déjà dans l'épisode. Ce qui est l'avantage d'avoir écrit les 2 films en même temps, c'est de pouvoir se permettre... de placer ce genre d'éléments. Et à nouveau, tirons notre chapeau à Francis T. Wilson, qui, en jouant Mad Dog Tannen, est bon. Incroyable. Est phénoménal. Le moment où il abat McFly, espèce de fierté. Alors, le rire qu'il a, j'adore la façon dont il rit. J'adore. Mais visuellement, c'est une claque, les 3. Mais je trouve que le 3, c'est incroyable. Ouais, il y a une grande ils sont tous magnifiques. Moi, je suis fan des années 50, évidemment. Donc, le premier, c'est un peu mon petit bijou visuel. Le 2, j'ai plus de mal visuellement parce que ça m'attire moins visuellement. Parce qu'il vieillit aussi de ce côté satire. Mais c'est extrêmement bien fait. Mais ce côté western, les couleurs de ce film sont incroyables. Ils sont très très belles. C'est très beau. Je voudrais quand même vous demander des 3, c'est quoi votre préféré, justement ? Il y a tellement de choses que j'aime dans les 3 qu'en fait c'est une des rares trilogies où j'ai envie de les considérer comme un truc unique. Là où Star Wars, indéniablement, c'est Empire contre-attaque que je préfère. C'est dur ici. Les Indiana Jones, bizarrement, je vais avouer, moi c'est la dernière croisade qui a toujours été mon préféré. Et oui. J'adore la relation de Indy et son père. Déjà petit, je trouvais qu'il y avait un truc qui se passait pas dans les autres qui se passait dans celui-là de par cette espèce de conflit permanent. Mais bref, on s'en fout de ma life. Avec toutes les anecdotes de merde qu'on raconte depuis 3 ans, on adore, nous. Mais ici, je trouve un peu... En fait, c'est pour ça que j'insistais sur les genres différents qui structurent chacun. La comédie pour le premier, la dystopie, la satire pour le deuxième, et le western et l'action pour le troisième. C'est qu'ils me donnent
il me donne en même temps ce que je vais rechercher dans Retour vers le futur, et en même temps, il me donne un truc différent à chacun. Et je trouve qu'il réussit tout ce qu'il essaye, en fait, dans chacun des 3 films. Et c'est là que je tire vraiment mon chapeau à Zemeckis. C'était quand même sa grande période. Parce qu'entre les Retour vers le futur et Roger Rabbit, il y a eu une espèce de moment où ce type a été... Il est touché par la grâce, quoi. Ouais. Ce type a été un des réalisateurs américains les plus géniaux de son époque, quoi, à ce moment-là. Et alors, Gilles? Et toi, Gilles? Moi, je dirais plutôt le premier. Voilà, sans doute Madeleine de Proust ou quelque chose comme ça. Mais oui, et puis j'aime bien toute cette ambiance des années 50. Ça me parle bien et je trouve que c'est tellement parfait en fait ce scénario que chaque fois je suis bluffé. Mais après, moi, je suis bluffé comme toi. Et si on mettait un fusil sur la tempe et qu'on me disait, tu dois choisir lesquels 2 films ont détruit à jamais. Ce qui pourrait certainement arriver. Voilà, sait-on jamais. Je garderai clairement le premier. Il est effectivement comme toi. En revoyant il y a 3 jours, j'étais à nouveau bluffé. Mais bluffé tellement. Tout, il y a rien qui dépasse tout. Et de nouveau, rien qui dépasse, ça pourrait donner l'impression d'un film étriqué, d'un film trop parfait, trop formel. Mais non, tout est nickel. Vraiment, tout est nickel. Et c'est pour ça que je pense que c'est un film, comme je disais, je l'avais montré à mon fils il y a déjà plusieurs années. C'est un film qui, comme Chaplin, en son temps, ce que Chaplin vous montrait à des enfants aujourd'hui, ça marche toujours, ils comprennent toutes les intentions, etc. Retour vers le futur, vous montrez à des gosses aujourd'hui, ils comprennent encore tout aussi. Enfin, tout est compris, tout fonctionne comme il doit fonctionner. Naturellement, de façon organique. Complètement. Non, c'est vraiment un film absolument génial. Mais à nouveau, 44 versions. Oui, bah oui. C'est c'est travaillé. Toi, t'as un préféré ? Bah oui, le premier, comme je l'évoquais plus tôt. Et puis, en fait, il y a une raison qui est toute conne, toute prosaïque. En fait, mais en fait, j'ai toujours eu cette frustration de ne pas voir Crispin Glover dans le 2 et le 3. Oui, et j'adore cet acteur. Tu vois, voilà, le fait de ne pas le voir dans le 2, il y a vraiment quelque chose en plus qui est frustrant par rapport à ça. Oui, complètement, effectivement. Et je pense qu'eux-mêmes ont dû tous être frustrés de cette situation. Je crois qu'ils ont fait la paix aujourd'hui, d'après ce que j'ai cru comprendre, quand même, plus ou moins. Ah bah je suis heureux de l'apprendre. Ouais. Mais j'avais lu aussi qu'il avait demandé un budget d'1 million de dollars pour le 2 qu'il n'a pas eu, mais en droit après le procès, il a eu 760 000 dollars. C'était pas 70 000 et quelques, je sais plus combien c'était, mais effectivement il y a eu un procès qu'il a gagné et qui a changé pas mal la chose sur le droit à l'image des comédiens par la suite à Hollywood. Effectivement, on ne peut pas utiliser des images d'un comédien dans un film dans lequel il ne joue pas et pour lequel il n'est pas crédité, ce qui est, ceci dit, assez logique, effectivement. Sujet repris dans la dernière saison de Black Mirror d'ailleurs, avec Salma Hayek. Je l'ai pas encore vu. Il faut que tu vois. Oui. Mais on va clôturer. Peut-être que tu peux répondre aussi à la question. Ah oui, c'est vrai. Le 1, évidemment, mais le 3 a repris grâce à mes yeux parce que j'ai pris un cobaye. Quoi. Oui, ouais, sur le tard. Parce que tu as des Santiago. Elles sont belles. Hein. Oui, ça, on vous l'a pas dit. Effectivement, elle porte des... Elle porte des Santiago et elle a un autocollant de Santiago sur son ordinateur aussi. Et c'est les mêmes chaussures. C'est fou, hein. C'est les mêmes. Ça n'a rien à voir. Et j'ai aussi beaucoup d'autocollants Popcorn Club parce que si vous voulez des autocollants, on en a. Vous pouvez nous contacter. S'il faut conclure en 5 minutes. C'est un film quand même sur lequel Zemeckis et Bob Gale ont tenu bon sur le fait de dire il n'y aura pas de remake, il n'y aura pas de reboot, etc. Et pour le moment, ils tiennent bon. Et effectivement, c'est clairement, vu le succès, c'est clairement un film pour lequel je suis sûr qu'Universal fait des pieds et des mains, etc. Et je n'ose imaginer ce qu'on pourrait nous pondre aujourd'hui. Oh non, s'il vous plaît, non, tout sauf ça. Laissez-le tel quel. Mais en effet, c'est une capsule. Ce qui est étonnant aussi, c'est que c'est ce truc, pour notre génération, c'est ce que Michael J. Fox a quand même incarné pour notre génération et le fait qu'on ait évidemment des jeunes hommes blancs, c'est que il a quand même vraiment incarné un peu l'adolescent par excellence. Ouais. Pour moi, l'adolescent quand j'étais ado, c'était Michael J. Fox, quoi. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il a gardé longtemps, c'est qu'à la fois il a longtemps gardé cet air juvénile, tout en étant par contre marqué par une maladie, une maladie qu'on associe à des personnes plus âgées. Ouais. Ce qui a sans doute, ce qui a forcément empêché Michael J. Fox d'avoir une carrière. D'ailleurs, ses signes étaient déjà précoces, hein, visiblement. Il ne savait plus bien rouler, faire du skate, etc. à partir du second. Et apparemment, ça aurait été déjà des signes annonciateurs. Ouais, c'est comme ça qu'il a commencé à chercher. Ça a été déclaré en 91, donc juste après. Ah oui, donc vraiment juste après le 3. Mais ouais, pour clôturer, moi je dirais que c'est quand même... C'est vraiment, je l'ai pas revu. C'est pas un film que je regarde. Par exemple, tu me disais, c'est quand tu le revois chaque année, mais en fait, c'est pas un film que je revois chaque année. Ce que j'aime bien, c'est que j'ai chaque fois laissé un peu du temps pour le revoir, et chaque fois que je vais le revoir, je me souviens de la perfection. Enfin, je me souviens du sentiment de perfection, et je me le reprends chaque fois en pleine gueule quand je le revois. Je me dis chaque fois, c'est incroyable, incroyable à quel point.
Ouais. Même quand tu le regardes avec un vrai regard critique, tu prends ton regard autre, pas juste de dire je vais passer un bon moment, comme on le fait quand on prépare ce podcast. Je crois que c'est vraiment le seul sur lequel je peux pas trouver un défaut. C'est du pur plaisir, même quand j'ai ce regard-là. Ouais. Pas comme quand on prépare Chucky et qu'on se tape Chucky 7. Ouais, ou quand on doit regarder Halloween 8. Ouais, ça, c'est pas facile, ça. J'y reviens sans arrêt sur ce film, mais c'était vraiment une catastrophe. C'est un peu maso aussi. Oh, on aime bien. On aime bien. Moi, je voulais dire juste, en fait, je pense que ce film m'a donné envie de refaire des films sur le voyage dans le temps. D'ailleurs, mon court-métrage que j'ai présenté à la commission qui a été refusé. C'est vrai. Oui, c'est un film qui parle du temps, parce que c'est un sujet que j'aime beaucoup. Il y a des nouvelles théories maintenant sur le temps qui serait rétro... comment on appelle ça rétro... en fait, que le futur aurait des impacts sur le passé. Et donc, en changeant ton futur, tu peux changer ton passé. Et que le futur laisse des traces dans le présent et dans le passé. Et donc, si tu arrives à modifier ton futur, tu peux modifier ce que tu vis aujourd'hui. Okay. Eh ben, si Universal t'entend, ils vont réussir à convaincre qui c'est gay. Et donc, voilà, ça, c'est mon projet, c'est d'essayer de faire un film avec cette idée-là. Ah, c'est super. Parce que vous savez évidemment que le temps est réversible dans les lois de la physique. Si tu remplaces T par moins T, ça fonctionne aussi. Et donc, le temps, le sens du temps n'existerait pas. Ça serait rétrocausal. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Mais j'ai juste envie de vous poser une question, parce que j'ai encore envie d'être là. En dehors de Retour vers le futur, c'est quoi vos films, ou en tout cas vos histoires préférées sur le temps, sur le voyage dans le temps, potentiellement? Wow. Moi, un film qui m'a laissé sur le cul tellement il était vertigineux dans son concept, c'était Prédestination, avec Ethan Hawke. J'ai jamais vu, tiens. C'est super, mais je peux pas trop le résumer parce que c'est compliqué à résumer sans spoiler. Et je peux juste dire que c'est vertigineux. Le concept, à la fin, ça devient vraiment vertigineux. Prédestination. Ok, je connais pas du tout. Je dirais Les Heures avec Nicole Kidman, mais j'ai oublié le nom du réal. Les Heures? Ouais. Ah oui, t'es pas du tout dans le voyage dans le temps. C'est un peu sur le temps. Tu m'as dit sur le temps, pas sur le voyage dans le temps. Effectivement, tout à fait. Sinon, je te parle du premier Planète des Singes, on en a déjà parlé. C'est vrai, qui est vraiment effectivement génial. Par contre, remake, pas moyen, quoi. Non, aucun. Non, on ne fera aucun épisode, je le dis aujourd'hui, on ne fera aucun épisode sur la planète des singes, comme on ne fera aucun épisode sur la momie, je le redis, jamais. Bah ça va, d'accord. Jamais. T'as un problème avec l'Égypte, j'ai cru. Moi, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, et je suis jaloux que tu l'aies dit tout à l'heure, c'est qu'effectivement, dans la mythologie et dans certains mythes très très anciens, on retrouve ces voyages où quelqu'un part dans l'espace accompagné de dieux, et quand il revient sur Terre, tout a bougé de 300 ou 400 ans. Et moi, c'est des histoires qui me fascinent. Je me dis, mais comment est-ce que des gens à l'époque ont pensé à ces histoires-là, quoi. Ça me fait voyager. Et alors, dans le temps. Et là, je voulais terminer sur un roman qui justement devait à un moment donné être adapté. C'est un roman que Hollywood va adapter depuis des années et qui n'a jamais été adapté. Un roman, je dirais, plutôt très, très grand public, qui s'appelle Ripley de Ken Grimwood. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Et Zemeckis a failli l'adapter apparemment à une époque. Et qui est... On n'est pas loin d'un jour sans fin, mais à hauteur d'une vie entière. C'est-à-dire un homme vit toute une vie, etc. Et je dirais que le premier quart, voire tiers du bouquin, c'est toute sa vie. Et puis il meurt et il recommence à zéro, mais avec le souvenir de sa vie antérieure. Wow. Et plus il va vivre, plus par contre sa mort va être de plus en plus proche. Comme dans Happy Birthday. Comme dans Happy Birthday. Je n'ai pas vu Happy Birthday, mais c'est sa vie entière qui recommence. À chaque fois, en fait, elle meurt et elle recommence en ayant conscience de pourquoi elle est morte. Et en fait, c'est une grosse connasse au début. Et au fur et à mesure, elle va devenir sympa et se rendre compte de ça. Et alors, le petit mind blown de Ripley, petit twist, je dirais, de tiers du bouquin, ou peut-être un bon midpoint pour l'adaptation, je ne sais plus, c'est que donc, ce bonhomme commence à comprendre qu'il a une chance que personne n'a, etc. Et un jour, il rencontre quelqu'un d'autre comme lui. Et là, tout va changer. Mais lisez Ripley de Ken Grimwood. Je vais le noter. En réécoutant l'épisode, je pourrais le noter. Sur cette bonne recommandation. Merci pour votre présence. Merci à vous. C'était trop gai, on se réjouit de vous réinviter. Vous êtes validé, vous pourrez revenir. Sam, elle est déjà en train de préparer son sac. Non, mais j'ai de très bonnes raisons. Elle a des impératifs. Mais je me réjouis de vous revoir. Mais pareil. Ici ou ailleurs. Et à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Bisous à Monsieur le Cowboy. Autant de sa part. Salut.